Tu peux travailler tout ton corps avec, il y a plein d'exercices. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est plus doux pour tes articulations. Vu qu'au début, c'est pas tendu, c'est assez faible. Et plus tu tends, plus la résistance augmente, donc plus la charge augmente. Donc c'est plus intéressant pour tes articulations que les poids libres, haltères par exemple. Et tu peux les emporter partout. Donc moi, je trouve ça génial. Je me dis, mais c'est génial, j'adore le fitness, ça me parle. Le sport à la maison, ça peut être cool. Tu gagnes quand tu es en voyage, etc. Tu peux bouger avec, c'est chouette. Du coup, on crée le projet, on commence à importer les produits, etc. Et ça marche pas tant que ça. Et pendant un mois et quelques, j'essaie de vraiment y aller à fond, de créer tout l'écosystème, etc., d'essayer de parler aux clients. Et ça marche pas trop. C'est où tu le vends à l'international ou en France? En France, ok. Le marché français. Et là, Emmanuel Macron annonce le confinement. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Donc, il y a ceux qui subissent la blessure et il y a ceux qui transforment leur douleur en business. Mon invité du jour a fait les deux. Entrepreneur, créatif, passionné de sport. Hugo Hull a lancé Flytex après avoir frôlé l'arrêt total de sa pratique sportive. En quelques mois, sa marque est devenue une référence pour des milliers d'athlètes. Aujourd'hui, il partage ses coulisses, les coulisses de son succès, les échecs également, ses doutes et ses ambitions. Donc, je suis super content de l'avoir aujourd'hui pour vous, pour qu'on puisse mettre un peu de la lumière sur ce parcours semé de plein de d'échecs, mais qui, in fine, ont permis que tu puisses créer cette marque-là. Donc, Hugo, bienvenue sur le podcast Débrouillard. Merci Guy, merci pour l'invitation. Nice. Mon cher Hugo, j'aimerais te proposer de te présenter succinctement. Je suis le fondateur de Flytex et du festival La Boucle. J'ai toujours été passionné de sport depuis que je suis jeune. J'ai toujours bougé beaucoup et comme tu l'as un peu expliqué, j'ai failli complètement arrêter le sport et même j'ai dû remettre en cause, on va dire, la manière de m'entraîner, la manière d'écouter mon corps, la manière de voir un peu l'entrepreneuriat. Ce qui m'a mené, on va dire, au projet Flytex, c'est 25 ans de foncer tête baissée et de payer derrière les pots cassés. En fait, je pense que on est beaucoup dans ce cas-là. On peut bourriner dans le sport jusqu'à un certain âge, mais même si on est jeune, quand tu commences à être dans ta vingtaine, tu as 25 ans, ton corps il réagit différemment en fait. Et si tu l'as mal traité, on va dire, pendant ton adolescence et pendant une bonne partie de ta vie, si tu as forcé là où il y avait des faiblesses, si tu t'es blessé beaucoup, tu commences à le payer. Et si tu fais pas d'étirements, de renforcement ciblés, des choses comme ça, tu vas avoir des gros signaux et faut surtout pas les ignorer, sinon ça peut te mener à des problèmes un peu plus graves, on va dire. Yes. Donc voilà, je suis rentré dans le sujet direct. Et voilà un peu ce qui, moi, m'a mené à m'intéresser à ce genre de technologie qui est la compression, les technologies utilisées par Flytex sur les produits qu'on développe en ce moment. Et plus loin, on va dire, sur le festival, c'est donner envie aux gens de faire plus de sport dans un cadre un peu plus détendu et voilà, dans la bonne humeur. Détendu, ça veut dire qu'il n'y a plus de compète ou... C'est pas forcément la plus de compète, c'est plus la compète, elle est envers toi-même parce que tu dois te dépasser. Je vais peut-être expliquer du coup le festival, le concept. Donc, ça s'appelle La Boucle et tu vas tourner pendant presque toute une journée pour aller chercher ta distance qui te fait flipper. Ça peut être 5, 10, 21, 42 et 50 km pour les plus courageux, on va dire. Et tout ça, où à la fin, quand tu as réussi ton objectif,
on te remet ta médaille associée et tu peux faire la fête, le célébrer avec tes amis, aller boire des bières, te reposer dans un sauna, un bain froid, aller faire des cours de yoga, d'étirements. On aura aussi une grosse scène avec un DJ et plein d'activités en fait. Donc l'idée, c'est de permettre à des gens de faire leur première course Mhm. ou alors à ceux qui sont plus habitués à ce format-là de course, aller chercher une distance qu'ils n'ont encore jamais fait. Si tu es marathonien, bah, tu vas chercher un ultramarathon, un 50 km. Si tu as déjà fait un 10 km, bah, tu vas chercher ton premier semi-marathon. Mais comme tu tournes sur une boucle, il y a ce système mental de se dire, allez, je fais un tour de plus, je me dépasse. Et comme les gens sont avec toi, tu es entouré de personnes qui font 50 km, qui courent au même rythme que toi. Donc ça permet de se dépasser dans la cohésion. Et contrairement à une course classique, bah, d'habitude, on te remet ta médaille, tu rejoins tes proches et tu rentres à la maison, tu es essoré. Bah là, c'est quand on te remet ta médaille que ça commence en fait. C'est là où tu célèbres, c'est là où tu vas justement garder plus de souvenirs, je pense encore, même si tu es fatigué, tu vas pouvoir en douceur récupérer, bien manger, fêter avec tes amis. Pour moi, c'est ça qui va changer le truc. Ça devient un peu ouais, courir pour le plaisir et en communauté, là où d'habitude c'est très très solitaire comme sport. Yes. On va rentrer dans le détail de tout ça. J'ai quand même envie de comprendre un peu ce qui s'est passé avant, Hugo. Déjà, peut-être le type de sport que tu pratiquais et puis euh, jusqu'à la phase des blessures, enfin, de ce que tu peux partager, si c'est pas trop personnel. Donc, c'était quoi que tu pratiquais comme sport avant? Moi, j'ai fait beaucoup de fitness adolescent. Enfin, avant ça même, j'étais souvent dans les skateparks. Donc, je faisais beaucoup de sport de glisse. Mhm. Ensuite, pas mal de fitness. Euh, voilà, street workout, musculation classique et un peu de course à pied, des choses comme ça. Et Mhm. globalement, je me suis fait un ligament croisé de manière assez banale. C'était en courant, en fait, un ami m'a appelé. Il était derrière moi. Je me suis tourné. En fait, ma jambe n'a pas pivoté et je me suis fait une entorse du genou. Et ensuite, c'est en faisant de l'escalade en bloc, donc avec des tapis mous au sol. J'ai chuté de peut-être de 3 mètres. Et en gros, je me suis mal réceptionné avec un genou qui est déjà fragilisé. Là, le ligament a pété. Donc ça, c'était un peu le début des, on va dire, des problèmes pour mes articulations. Donc, tout s'est bien passé, hein. Rééducation, opération assez rapide avec un bon chirurgien. J'ai fait ma rééducation avec un kiné, donc j'ai suivi à la lettre. Euh, Malheureusement, on t'explique que tu peux reprendre le sport au bout de 6 mois quand tu as un ligament croisé. Et c'est un peu la vérité, et ça dépend comment tu es encadré. J'imagine que pour les footballeurs professionnels, ça va plus vite Ouais, que comme nous, les des... jumeaux, tu t'es dans des camps d'entraînement carrément et c'est intensif. Nous, voilà, tu y vas 3 fois par semaine, c'est bien. Mais en fait, au bout de 6 mois, bon, bah oui, effectivement, tu remarches, mais l'intérieur de ton genou, tu le sens, c'est plus pareil du tout. T'as mal, enfin, t'as mal. T'as des faiblesses, en tout cas. Tu sens que il faut pas grand-chose pour que ça repète. Et au bout d'un an et demi, tu as toujours aussi peur de te blesser, tu as toujours une articulation un peu affaiblie. Et en fait, bah, même quand tu reprends le sport, on te le dit hein, souvent, éviter de reprendre des sports de pivot. Ah, ça par contre, je En fait, savais. sport Pourquoi? de pivot, c'est par exemple le football. Tu vas faire des pivots sur Mhm. les côtés. Je sais pas moi, si tu fais. Tu as plein de sports qui sont assez traumatiques sur les côtés de ton genou. Il vaut mieux Mhm. faire des sports qui sont, on va dire, où tu cours tout droit à la rigueur. Euh, mais le moindre choc sur les côtés ou quoi, tu peux te refaire mal, quoi. Dans les 2, 3 premières années. Nice. Ben, on parle un peu de tes activités. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans le moment où tu te blesses? C'est quoi un petit peu ton parcours? Déjà, tu viens d'où? T'es de quelle zone de France? Moi, je suis du sud de la France. J'ai grandi à Nîmes. Et voilà, hein, j'ai fait des études assez classiques. J'ai pu faire une école de commerce, donc en marketing. Mhm. Et ça m'a permis de voir plein de choses. Euh, J'avais envie de liberté depuis tout jeune. Et je me suis dit, bah, la liberté, ça s'acquiert aussi avec l'argent. Donc c'est important de pouvoir réussir dans la vie.
financièrement. Et pour moi, la voie tracée, on va dire ce qu'on m'avait servi sur un plateau, c'était qu'il fallait faire une école de commerce, qu'il fallait un haut poste, entre guillemets. Mais j'avais quand même envie d'être entrepreneur, d'avoir une marque plus tard, mais je savais pas trop comment on y venait. C'était pas du tout clair comme chemin, mais bon, en tout cas, je me dirigeais vers cette voie-là. Et pendant les études, c'est là où j'ai bien compris que j'avais absolument pas envie d'avoir un métier classique, on va dire. Tous les stages que j'ai faits, j'étais très mauvais parce que je me sentais pas à ma place. J'étais pas assez impliqué, ça me passionnait pas vraiment. Et en fait, je pense que c'est parce que j'avais besoin bah, d'être un peu le vecteur de mon projet, quoi. J'avais envie de défendre quelque chose qui avait du sens pour moi et là où je peux avoir de la créativité, là où je peux avoir de la liberté. Et ça, bah, dans tout ce que j'ai pu voir, dans tous les métiers que j'ai pu faire. Et j'ai fait maçon, j'ai fait Ah ouais. commercial, j'ai fait. Maçon, genre, t'étais vraiment sur le terrain, ou plus Ouais, j'ai dit, de... mais ça, c'était pour gagner de l'argent l'été, tu vois. Ah, Euh, c'est trop. Moi, c'était- c'est ma limite, quoi. Je me rappelle juste un petit truc de lit que j'ai vissé là. Il m'a fallu 3 jours de récupération. Ah ouais. Je suis handicapé avec ces trucs-là. Non, mais enfin, ouais, j'ai toujours essayé de gagner de l'argent quand j'étais plus jeune aussi. Donc l'été, je travaillais. Et quand tu as 16 ans, bah, ou même 18, c'est ce que tu fais, tu vois. Tu te fais embaucher à droite, à gauche. Tu fais 2 mois de maçonnerie pour pouvoir te payer tes vacances pendant l'été. Mhm, Donc, je me suis dit, OK, je vois ce que c'est le travail dur. mhm. Normalement, les gens qui font ça, euh, il faut que je me donne les moyens pour avoir de l'argent et de manière qui me convienne à ma sauce, en étant Mhm. libre et en faisant des projets qui, moi, me ressemblent. C'était un peu ça le déclencheur de mes études. Yes. Donc, tu as fait tout ton parcours scolaire à Nîmes ou à un moment, J'étais à Montpellier et j'ai eu la chance d'aller à l'étranger. J'ai fait Comme ça? un genre d'Erasmus à Dublin, en Irlande et en République tchèque. Hmm. Et Ouais, ça ouais, m'a je- beaucoup ouvert l'esprit sur le fait de pouvoir bouger, en fait. Mhm, En gros, ben, il n'y a pas vraiment de limite ou de frontière à ce que tu peux faire. Tu peux aller à l'étranger, tu peux travailler à l'étranger, faire du business à l'étranger. Euh, mhm. J'avais beaucoup de cours sur la logistique internationale, ce qui m'aide Ah. pas mal finalement maintenant. Mhm. Et, ça m'a donné ouais, cette dimension de vouloir un peu me bouger et pas avoir de limites, pas me limiter forcément à la France ou quoi. Nice, good. Tu passes aussi par l'Asie. Je crois qu'on s'est rencontrés la première fois. Ouais, Tu m'avais dit que tu étais. Déjà, on n'a même pas donné le contexte qu'on s'est rencontrés. C'était pendant un dîner chez Laurent. Et puis, on a très bien sympathisé. Et surtout, moi, j'ai été bluffé par ton activité. On va rentrer dans le détail tout à l'heure là, avec ta marque. Et donc, je crois que pendant notre échange, tu disais être passé aussi par l'Asie. Je sais pas trop, Hong yes, Kong ou. Je sais plus. Shanghai, Shanghai, ok. en première année de master. Donc ça, c'était pour la première partie de mes études. Et en Mhm, première année de master, j'ai étudié 3 mois à Shanghai. mhm. Et, bah, ça, pareil, ça a continué bah, c'est encore plus loin, c'est un pays qui est encore plus grand. On a visité des usines là-bas, on a vu plein de choses. Donc ça t'ouvre aussi aux relations business que tu peux avoir en termes de production, Mhm. comprendre comment est-ce que tu envoies des containers, des choses comme ça. Et ce qui aide énormément au commerce international, quoi. Nice. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que après tes études, tu bosses tout de suite ou t'as lancé parce que je Bah, sais ouais. Vas-y, je t'ai coupé. Non, en fait, dernière année de master, j'avais une alternance et j'ai été pris chez Dell Technologies, les ordinateurs. Ah ouais, Dell. Franchement, super boîte, hein, grosse boîte. C'est ça. Et il y avait vraiment 2 chemins en fait. C'était soit je me débrouillais bien pendant l'alternance et je me faisais recruter chez eux à la fin, soit bah, je me débrouillais et à la fin de l'année, je vivais par mes propres moyens, entre guillemets. Mais il y avait moyen quand même ou il fallait Il y aller avait chercher pas avec des moyen, gens? mais moi, en fait, ça m'a tout de suite, j'ai compris clairement que c'était pas fait pour moi les open space avec de la moquette au sol, tu vois. Ah, Je parle souvent avec ce terme-là parce que c'est vraiment ça. c'est la première fois que Et j'entends franchement, ça, c'est violent, là. je pense que enfin, c'est un cadre qui convient à beaucoup de gens, quoi. Mais
ce cadre-là où tu dois travailler pendant 10 ans pour espérer peut-être être manager, et en fait, tu fais des courbettes à tout le monde pour accéder au haut poste. Ça m'a donné des boutons. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas faire ça. Et le métier en soi, franchement, c'est difficile. Toute la journée, tu es derrière un ordinateur et tu fais des devis pour des composants internes aux ordinateurs. Donc, c'est des termes très précis. En fait, tu es ingénieur, mais commercial. Et voilà, en tout cas, c'est un métier qui On apprend j'étais quand même nul, des choses. Il y a j'étais quand même des nul trucs qu'on dedans apprend. et ça m'allait pas du tout, quoi. On apprend quand même des choses ou tu penses que Bah, t'apprends des choses si tu veux pousser ce métier-là, bien sûr. Je pense que si tu veux être embauché dans une boîte comme ça, faire une alternance, c'est super. Mais moi, ça a été radical. Au bout d'un mois, je me suis dit, OK, ça va être très clair. On arrête de jouer. En fait, soit ma vie, elle va ressembler à ça et je vais partir travailler dans des grosses boîtes et ça va être moquette open space. Soit j'ai un an pour me bouger et par contre, c'est pas la même, mais je vais enfin mettre des actions derrière un peu les rêves d'entrepreneuriat que j'avais en tête. Et donc là, bah, j'ai commencé à me former à côté et je me suis totalement transformé. Je faisais beaucoup la fête avant, pendant toutes mes études, mais toujours avec cette vision claire de ce que je savais où je voulais aller. Et là, en fait, je me suis transformé. Je travaillais tout le temps. Le matin, entre midi et deux, pendant mes pauses, le soir, même en cours et tout, genre, j'arrêtais pas. Je me formais sur le media buying, Facebook Ads. Et, Est-ce que tu avais défini un peu la trajectoire? Est-ce que là, c'était bon, je me ouais. forme en quelque chose et sur un malentendu, je vais trouver la trajectoire ou l'industrie dans laquelle je vais me lancer ou... Non, la trajectoire, elle était assez claire. À l'époque, bah, déjà, c'était sûr que je voulais travailler en ligne Mhm, parce que bah, déjà, c'était clairement le futur. Mais en plus de mhm. ça, bah, ça correspondait au fait que tu sois Là, libre on et parle de 2020, 19, 2000, 20? ouais, c'est ça, genre 2019, 2020, Mhm, quelque chose comme ça. mhm, C'était à 6, 7 ans. Et je me dis, OK, déjà, c'est sur Internet. Comme ça, tu n'as pas de frontières, tu peux faire ça en France ou à l'international. mhm, Je te parle de ton marché ou même toi, hein, habité. mhm, mhm, Euh, Ensuite, il y avait un peu 3 écoles à l'époque du business en ligne. Il y avait le trading, mais j'ai pas du tout un cerveau mathématique ou très rationnel que le trading demande. Ça m'attirait pas. L'immobilier, je déteste l'administratif. Ça, je suis pas très patient, donc ça me donne mal au crâne. Et l'e-commerce, où là, tu as beaucoup plus de créativité parce que tu crées une marque avec une vision, avec bah, de la création de produits, de la création de publicité. C'est un mhm, peu plus couteau suisse et ça me parlait directement plus par rapport à bah, mes skills que j'avais mhm. et ma formation même, puisque je faisais des études dans le marketing, donc j'avais déjà un peu vu les métiers du digital, la publicité en ligne, les choses comme ça. Ça me parlait plus. Donc je me suis dit, bah, c'est simple. Je vais apprendre à faire de la publicité en ligne, donc publicité Facebook, Mhm. Google aussi un peu, et dans le but d'un jour avoir une marque. Mais au début, c'est super vague. Ouais. T'as pas enfin, tu comprends rien, c'est super complexe, ça demande beaucoup Mhm. de skills et de répétition. Et bah, c'était parti, hein. J'ai appliqué à la lettre ce que je voyais sur les formations, sur Internet, etc. On peut en citer les supports ou les canaux sur lesquels tu t'es fait former. Bien sûr, bah, la première grosse formation que j'ai utilisée, c'était celle de Yomi Ok. en e-commerce. Donc, très, très détaillé, très clair, tu vois. J'avais eu beaucoup d'autres formateurs, mais en tout cas, sa vision du e-commerce me parlait pas mal, tu vois. Ouais. L'idée de commencer avec un MVP, c'est-à-dire tester son marché d'abord et ensuite, de manière agressive, bah, développer une marque très rapidement en évoluant le produit, le branding, le marketing. Et ça, il en parlait énormément à l'époque. Je sais qu'il avait fait plusieurs évolutions. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu d'autres coachings. Dès que ça a commencé un petit peu à marcher, bah, tout simplement, je payais des gars
qui avait 3 ans d'avance sur moi et en fait, qui me disait un petit peu ça non, ça vas-y, ça pousse, essaye d'aller plus loin là-dessus, qui me débloquait un petit peu mes barrières mentales aussi. Ça Ah, m'a ils ouvraient le capot du business, quoi, littéralement. clairement, ouais, ils ouvraient le capot du business. J'ai pas mal travaillé avec Naoufel Amar, qui est un coach e-commerce, je crois qu'il continue à faire ça. On avait beaucoup travaillé ensemble. À l'époque, c'est vraiment ce qui m'a aidé à passer une étape. En fait, c'est ouais, une fois que tu as la théorie, Et là, c'était quoi? C'était des monoproduits ou des marques que tu non, non, créais, les gens. Sous quoi est-ce que tu testais justement ces compétences d'e-commerce? bah, globalement, je regardais au tout début, je regardais les tendances aux États-Unis et je regardais ensuite si ça fonctionnait ou si ça existait sur le marché français. Si par exemple, au début, je réfléchissais pas trop à dans quelle niche, tu vois, je devais travailler. L'idée, c'était surtout de pouvoir créer un projet derrière une marque. Donc, par exemple, dès que je trouvais une niche qui était intéressante, qui moi me parlait, avec laquelle j'avais tu vois, une idée de marque derrière, et ben je testais, je trouvais des fournisseurs, euh, on testait le marché, on faisait évoluer les produits, on créait toute une gamme de produits derrière. Le premier, entre guillemets, succès que j'ai eu avec euh, ces stratégies-là, c'était juste avant le confinement. Je vois une marque aux États-Unis qui vend des bandes de résistance pour s'entraîner à la maison. Et moi qui faisais pas mal de fitness à l'époque, je me dis, mais c'est un produit qui est génial. Étant assez jeune, j'avais pas d'argent pour me payer une salle de sport. Je me dis, mais si je peux m'entraîner chez moi, bah, tu peux t'entraîner chez toi, en voyage, et jamais rater d'entraînement au final, pour pas si cher. Ça coûtait 30 ou 40 euros. Et tu avais un kit d'élastiques. Un peu, c'est quoi exactement? C'est En juste gros, des. c'est des élastiques, Mhm. c'est des bandes de résistance, Mhm. avec des poignées, par exemple, tu vois. Et Mhm. quand tu les mets au sol, si tu mets Et- tes pieds dessus, bah, tu peux faire des exercices Ah, de je vois ça, musculation. ouais. Et c'est assez efficace. C'est vraiment Ça efficace. travaille tout le corps, en fait. C'est vrai que tu tires comme ça, mais tu fais travailler C'est le ça. dos, tu fais travailler les jambes en même temps. Tu peux travailler tout ton corps avec. Il y a plein d'exercices. Et en fait, ce qui Mhm. est bien, c'est que c'est plus doux pour tes articulations. Vu Mhm. qu'au début, c'est pas tendu, c'est assez faible. Et plus tu tends, plus la résistance augmente, donc plus Mhm. la charge augmente. Donc c'est plus intéressant pour tes articulations que les poids libres, Mhm. haltères par exemple. Et bah, tu peux les emporter partout. Donc moi, je trouve ça génial. Je me dis, mais c'est génial, j'adore le fitness, ça me parle. Le Ouais. sport à la maison, ça peut être cool. Tu gagnes quand tu es en voyage, etc. Tu peux bouger avec, c'est chouette. Du coup, on crée le projet, euh, on commence à importer les produits, etc. Et ça marche pas tant que ça. Et pendant un mois et quelques, j'essaie de vraiment y aller à fond, de créer tout l'écosystème, etc., Mhm. d'essayer de parler aux clients. Et ça marche pas trop. C'est où tu le vends à l'international ou en En France? France. En France, Non, ok. c'est le marché français. Ok. Le marché français. Et ouais, voilà. Et là, Emmanuel Macron annonce le confinement. Salle de sport fermée. Ouah, l'intro Tout de le la monde, phrase là, Emmanuel Macron. tout le monde doit Nous faire du sommes sport. en guerre. Tout le monde doit faire du sport à la maison. Nous sommes en guerre. Et là, du coup, bah, ma proposition de valeur, ça devient, ça passe de, euh, voilà, entraîne-toi à la maison pour moins cher, entre guillemets, à les salles de sport sont fermées, mais n'arrête pas ton entraînement, tu vois, c'est beaucoup plus fort. Ouais. Donc ça commence à bien marcher. Là, j'ai toujours tout réinvesti dans ce business-là. Je développe d'autres gammes de produits. On lance une barre carrément pour faire du développé couché aussi avec des élastiques. On fait Mhm. plein de choses. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait pas mal de concurrents parce que enfin, il C'était y le avait, boom, tout le monde avait identifié, en tout cas. c'était vraiment une des meilleures solutions pour s'entraîner à la maison. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Mhm. Et, et ce premier business qui marche, il me fait comprendre que c'est super important pour moi que je puisse travailler dans un secteur qui me passionne, le sport. Yes. En T'étais fait, tout seul ou ouais, là, j'étais tout seul. J'étais tout seul, mais j'avais une équipe que j'avais recrutée au fur et à mesure du développement du projet. en groupe? Et ouais, je me dis vraiment, en fait, j'adore ça.
Et je comprends pourquoi les projets que j'ai essayés à côté n'ont pas forcément marché parce que ça me parlait pas. Du coup, tu essayes juste enfin, au début, tu Tu sais pas faire cherches. grand-chose, mais tu cherches la narrative, tu cherches le discours pour expliquer aux gens. Toi, tu essayes de comprendre le produit, mais tu as vu une opportunité de marché, mais t'es pas du tout aligné avec ce que tu vends et tu comprends pas tant que ça ce que tu es en train de faire. Mhm. Mais dès que ça touchait au sport, bah là, je comprenais, ça me passionnait, j'avais de l'énergie, j'avais envie de vraiment, vraiment bien faire. Et donc ça, c'est vraiment ce projet-là qui m'a débloqué cette première information. Bosse dans des projets. Ouais. Tu l'as poussé jusqu'à où, ce projet-là? C'est allé Bah, jusqu'à combien? tout le confinement, en fait, on a fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ton propre? Enfin, tu as financé tout avec tes propres fonds ou tu as Ouais, fait un ça, en crédit? fait, j'ai tout réinvesti. Enfin, je suis parti, j'avais peut-être. Enfin, l'alternance m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté. Mhm. Et je mettais absolument tout dans mon business, quoi. J'avais peut-être 3 ou 4 000 euros. Mhm. Et ouais, 3 ou 4 000 euros, c'est ce que tu peux. C'est en quelques mois, on va dire, si tu te sers vraiment la ceinture, ce que tu mets de côté pour Mhm. lancer un business. Et même si tu as plus d'argent, que tu retombes à zéro, bah, tu essaies de trouver un travail alimentaire. Pendant 6 mois, tu mets de côté et tu repars avec ça, tu vois. Donc j'avais 3 4 000 euros. Et en fait, bah, au bout d'un moment, c'était rentable et je réinvestissais en fait tout dans le stock, la Mhm. publicité, le site, enfin, je faisais le maximum. Yes. Donc ouais, en partant de pas grand-chose, c'est ça aussi la magie de la publicité en ligne, c'est que tu peux commencer avec pas beaucoup d'argent et en réinvestissant vraiment sur ton business, sur ton produit, ton client, ton site, ta publicité, tu peux capitaliser en fait avec le temps. Et ça c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as flippé la marque ou comment est-ce que tu Ouais, que as... la marque a coulé. La marque a coulé parce que j'ai mal su gérer la concurrence et j'ai pas eu une vision assez, comment dire, agressive par rapport au marché. Et en fait, il y a eu des dizaines et des dizaines de marques qui sont arrivées un petit peu sur le même secteur. Mhm. On n'avait pas D'éléments d'avantage différenciants ou... concurrentiel assez fort. Et en fait, petit à petit, le business a ralenti. Les gens qui devaient s'équiper se sont équipés. Et en plus de ça, il commençait à y avoir beaucoup de déconfinement. Les salles de sport réouvraient un peu. Il y avait certains passes, etc. Du coup, c'était trop saisonnier, en fait. Donc, ça a duré 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Mhm. Et ouais, ça a duré 5 ou 6 mois. Et en fait, voilà, le business s'est estompé. En fait, c'était une question de demande. Et ça, c'est le problème avec des business soit trop nichés, soit trop saisonniers. Mhm. Et là, c'était pire que saisonnier, c'est-à-dire que c'était C'est exceptionnel. exceptionnel puisque Donc, sinon, ça n'arrive le jamais. pic vient du confinement, quoi. Voilà, et on n'a pas su apporter assez de valeur, je pense, dans l'écosystème, apporter des cours, peut-être des Des ouais, des accompagnements programmes extra. d'entraînement, de Mhm. nutrition, créer une application. Il y a d'autres marques, dont je crois qu'il y avait Smart Workout, qui marche encore très très bien et qui a toujours duré. Eux ont fait ça assez vite, en fait. Ils se sont énormément Diversifié. professionnalisés et je pense que je manquais beaucoup, beaucoup d'expérience sur euh, ouais, comment agressivement faire face à la concurrence et également ce qui nous a fait, on va dire, se planter. Donc là, à l'époque, ça marche bien. Et j'ai un autre pote qui fonctionnait aussi pas mal sur une autre marque qui avait rien à voir, qui était dans les animaux de compagnie. Mhm. Et en fait, on décide de s'associer. On s'associe et on Tu merge. décides de le rajouter au capital ou Voilà. alors de faire fusionner vos deux boîtes. Nos deux entreprises faisaient à peu près le même volume. Mhm. On s'est dit, bah, on va fusionner parce qu'à deux, on sera meilleur. Et du coup, on va pouvoir créer un groupe. On voulait créer un groupe De marque. de marques avec pour but de servir le foyer des Français de manière positive. Donc lui, c'était dans le bien-être animal, donc dans la maison du Français. Mhm. Et moi, c'était dans le fitness. Quand il pense, il y avait pas vraiment de ligne directrice. Je ne sais pas trop comment on a sorti ça, mais l'idée, c'était surtout de pouvoir créer un groupe et de se structurer à plusieurs. Voilà. Qui a eu Et en cette fait, idée, putain? ah ouais, non, mais laisse tomber. Et on se dit, bah, on n'arrive pas à faire face aux concurrents.
Du coup, il faut innover sur notre marché. Donc, on se dit, on va développer C'est ce qu'il faut pas faire. avec un bureau d'études une nouvelle manière de faire du sport avec la technologie qu'on avait à l'époque, déjà, les bandes de résistance. Donc, on a Donc, du coup, développé. il faut investir, il faut mettre du cash pour Voilà. justement faire de la R&D. Mais ça fonctionnait, du coup, on avait un peu d'argent de côté et on investit là-dessus. On investit, je crois, 30 000 euros au total dans le développement d'un produit plus complexe, des élastiques beaucoup plus épais, une plaque au sol sur laquelle tu peux accrocher tes élastiques pour carrément faire du squat, beaucoup plus lourd, plein de choses. Et en fait, à l'époque, je n'avais aucune idée, par rapport à ce que je sais maintenant, de ce qu'est un avatar client. Hmm. En gros, on a développé une salle de sport portable à 300 euros pour des gens qui, à la base, sont pas forcément dans la musculation très, très sérieuse ou très lourde et ont acheté un produit de base à 40 euros, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on était complètement à côté de la plaque au niveau produit. Et nous, on avait pensé à nous, en fait. On voulait Ouais. faire un beau produit. Énorme erreur. On s'est planté totalement. On a tout perdu. On a fait un crowdfunding. On l'a raté complètement. On a perdu beaucoup, beaucoup d'argent parce que 30 000 euros, c'était le Ouais. développement du produit. Mhm. Après, il y avait le marketing, il y avait toute l'équipe. Et en fait, là, déjà, gros coup de massue sur les finances. Il y avait une bonne partie de ce qu'on avait gagné dans l'entreprise qui est passé là-dessus. Et une mauvaise idée n'arrive jamais seule. On se dit, OK, bon, en tout cas, la tendance, elle est au sport à la maison. Si on a raté ce premier produit, c'est qu'il n'était pas assez immersif, il n'était pas assez, la valeur perçue n'était pas assez élevée. Et à côté de ça, on voyait qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de gyms connectés qui sortaient, comme Ah. Peloton, Mirror. C'est les Mhm. vélos connectés où tu as un coach qui te Ouais. donne un cours carrément en L'écran direct. pendant que tu pédales et tout. Voilà. En fait, on avait vu ça aux États-Unis et ça valait plusieurs milliards d'euros à l'époque. Toujours maintenant, il me semble, mais ça a un peu baissé. Et en fait, on voit qu'aux États-Unis, il y a 4-5 gyms connectés comme ça, avec plusieurs formats différents. Et en Europe, zéro. Ça n'existe pas. On n'en a jamais entendu Mhm. parler. Et là, on se dit, mais en fait, voilà, ces projets-là nous ont menés à cette opportunité. Il n'y a personne qui en a fait en Europe. Ça veut dire que comme on a toujours 2-3 ans de retard avec les US, bah voilà, il faut qu'on soit au début de la vague. Mais là, par contre, qui dit objet connecté, c'est du hardware, c'est du software. Il y a des cours aussi. Il faut lever des fonds. Comme dirait Jean de la Roche-Brochard, le hardware, c'est hard. C'est hard. Il n'y a Ouais. personne qui donne de l'argent en France et ça se comprend parce que c'est très complexe. Et ça coûte cher, ça coûte hyper, hyper cher. J'avais reçu Fred Potter sur le podcast, je sais pas si tu connais, de NetTamo, des objets connectés et tout. Ben, il expliquait que juste pour faire pour lancer, en fait, pour faire juste un petit POC là de R&D, c'est au moins 5 millions. Et là, t'es même pas encore en production, donc si tu veux vraiment faire de l'industrie, quoi, que ça coûte hyper, hyper cher, c'est pas ultra sexy pour obtenir du financement, il faut aller le chercher avec les dents. Donc, Bah, c'est ça, c'est que c'est très compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça demande beaucoup de BFR. Pour avoir mhm, du stock et livrer tes clients, mhm, il faut un volume financier qui est énorme, ce qui demande d'être constamment en levée de fonds. ouais, Dans les années 2020 ou 2021, je crois, la t'es grande ère mort. des levées de fonds, en vrai, tu levais beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est très difficile de lever de l'argent. Les valeurs des boîtes sont beaucoup moins élevées. Et du coup, en fait, tu as beaucoup de boîtes du hardware qui ont du mal. Et ça se comprend. Mhm. Donc, on fait ça. Long story short, on lève des Ouais. fonds, on développe un produit, on fait un miroir connecté avec des cours à l'intérieur. Crowdfunding aussi ou là c'est Non, là, c'est vraiment de la levée de fonds avec des business angels. Ah, ok. Ah, peut-être c'est là que parce que tu as dit que tu avais fait un petit saut à The Family aussi pour. Non, pas moi. Pas moi, Ah, c'était d'accord. mon ancien associé. Ah, d'accord. Lui avait eu pas mal d'autres projets et qui Mhm, avait, qui avait essayé, je crois, d'être incubé à The Family. mhm. Euh, Tu lèves combien auprès de qui, si tu peux ouais, ouais, parler? Mhm, on a levé 265 000, je crois, on était proche des 300. mhm, 265 000 avec des business angels, mhm, euh, un peu dans toute la France, mais principalement à Paris. mhm, Ce qu'on a fait, c'est que on allait chercher le proof of concept, on a monté un projet
on l'a lancé en publicité, on a eu des ventes, on a appelé les clients pour leur dire que c'était un test, que soit on les remboursait, soit ils attendaient que le produit sorte. Et on en a remboursé un sur les 5. Et les 4 autres ont attendu que le produit sorte pour l'avoir. Donc c'était cool. Ça nous permettait en fait d'avoir des preuves en mode voilà, notre projet, il a attendu, Intéressant. il peut fonctionner, voici nos coûts d'acquisition, voici notre business model, voici la vision. On était super carré là-dessus et on a pu lever de l'argent comme ça sur plus ou moins un PDF, un PowerPoint au début. Et toute la journée, on envoyait des messages sur LinkedIn. Toute la journée, on prenait des rendez-vous et on pitchait en fait. Et au début, on était super nuls et après, avec le volume, on a fini par être pas trop mauvais et par embarquer une dizaine de business angels dans le projet, ce qui était vraiment cool. On a réussi à développer un prototype, donc un miroir avec un software en no-code à l'époque. On a enregistré C'est quoi, du Bubble ou Ouais. Webflow? Ah, ok. Non, Bubble, c'était. On a enregistré une quinzaine de cours sur fond noir avec des coachs. Et du coup, c'était vraiment magnifique parce que sur le miroir, tu avais ton coach qui apparaissait comme un hologramme et qui te parlait comme ça. Salut Guy, aujourd'hui, on va faire un cours de renforcement musculaire. C'est parti. Tu avais le chrono, tu avais la musique. En fait, par mimétisme, tu fais les mouvements que le coach te donne. Et c'est génial. C'est génial. Tu peux faire du stretching, tu peux faire tes étirements le matin, la boxe. Enfin, vraiment, c'est un super produit. On le lance, flop total. Flop total en traduction, ça Flop correspond. total, c'est-à-dire 0 € pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de marketing envoyés. Personne veut l'acheter. En fait, tout le monde nous dit « Ah, c'est génial votre truc, mais je ne me vois pas l'avoir ça chez moi, en fait. » En fait, on avait un local et on envoyait des messages sur Instagram à des gens qui étaient abonnés à des salles de sport un peu haut de gamme, épisodes, etc. à Paris. On leur disait, ouais, on a une nouvelle expérience de sport immersive. Venez tester un cours d'1 heure. C'est gratuit. Ils venaient, on leur présentait le projet, ils faisaient le cours. Et après, voilà, on leur disait, voilà, est-ce que ça vous intéresse, machin. C'était à vendre. Cool, mais non, c'est trop cher. Je préfère aller avec mon coach. C'est le prix d'un coach privé, etc. Enfin, en gros, le problème que là, on a eu, c'est que les Français, c'est pas des Américains. Ils n'ont pas les mêmes moyens et surtout, ils investissent pas autant dans leur santé. Le miroir, à l'époque, il coûtait 1 500 € quand même. C'est un investissement. Et ensuite, tu avais 30 € d'abonnement à l'application qui te permettait d'accéder à tous les cours. On avait calqué le modèle américain de ce genre d'équipement. Mais en fait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Il aurait fallu, pour que ça marche, pouvoir vendre un miroir à 300 € avec peut-être un abonnement de 20 balles ou quelque chose comme ça. Mais en fait, Elle a réussi à fabriquer ça à cette somme-là, quoi, moins que cette le somme. miroir, on n'arrivait pas à le fabriquer pour moins de 900 € livré en France. Donc déjà, on partait avec une épine dans le pied énorme et il fallait un besoin en fonds de roulement qui était colossal en termes de cash. Donc dès le début, en vérité, franchement, c'était faisable. C'était faisable, ça aurait pu marcher, mais on n'était peut-être pas les bons profils pour le gérer. C'était peut-être pas le bon moment. Et comme le confinement venait d'être terminé, les gens voulaient plus entendre parler de sport à la maison. Ils voulaient vraiment plus entendre parler. Mauvais timing. Des humains. Mauvais timing, on veut voir des humains. C'est trop cher. On n'a pas les moyens en ce moment. C'était un peu la crise. Du coup, on pivote. On fait du B2B. Hôtel, coworking, salle de sport, maison de retraite même, co-living. On a tout essayé. Tous les endroits où il y a normalement une salle de sport qui est à disposition des gens. Franchement, c'est un super fit. On a tout essayé et en fait, les gens n'avaient plus d'argent. À cause du Covid, ils ont dû payer leurs employés qui n'étaient pas en activité. Ils faisaient pas de chiffres. Il y avait des aides, mais pas pour tout le monde. En fait, les investissements étaient complètement bouchés. Donc, on sort de là. J'ai passé tout mon été 2022 avec une trottinette électrique à Paris
à écumer tous les hôtels, toutes les salles de sport, pitcher, arriver comme ça au culot et à zéro, zéro, zéro. Il n'y a qu'une seule boîte qui nous a donné une chance, et je leur en remercie encore, c'est Morning, les coworking, qui eux avaient une politique vraiment d'innovation en termes de sport. Et ils font un test, ils m'en prennent 4. Ah, quand même. Ils m'en prennent 4. Et là, je me dis, ah, c'est cool, il y a quelque chose. Et à l'époque, je lis aussi le livre de Peter Thiel, Startup 0 to 1, un truc comme ça. Et dedans, il explique, si tu as le malheur d'avoir qu'un seul client qui te fait croire que tu as un vrai projet, arrête tout de suite. Parce que quand tu as de la traction marché, tu le sais tout de suite. Tu n'arrives pas à suivre la demande. Et là, je me dis, aïe, en vrai, il n'y a personne qui veut mon truc. On n'a pas les finances pour finir presque le développement complet commercial et le sortir à grande échelle. Et à l'époque, on avait plus d'argent et ça commençait à être très compliqué. Et là, je me pose vraiment des questions, quoi. Et en fait, Morning, finalement, finit le test, nous dit que ils vont pas suivre, enfin, ils achètent les miroirs, mais ils veulent pas développer plus. Et en fait, si nous avait pris son miroir, peut-être que là, on aurait pu mettre le pied sur la première marche et lancer vraiment bien. Et une fois que Morning en a, on peut en parler, du coup, on peut lancer, etc. Tu es toujours vraiment à un tout petit step où ça marche, même quand tu es au plus bas et qu'il n'y a plus rien. Mais là, on n'a pas eu cette petite marche. Et moi, j'étais aussi à bout de mes capacités. On n'avait plus d'argent. Mon associé de l'époque a quitté le projet. Donc, je me retrouvais avec tout. Tout seul, quoi. Ouais, et pour moi, c'était important d'aller au bout. Mais je pense que j'étais plutôt dans j'étais plutôt obstiné. Et par principe, pas par. Ouais. Parce qu'il y avait tout mon argent dedans. J'avais investi tout ce que j'avais. Donc, ça voulait dire abandonner. Ça voulait dire que j'avais échoué. Et je voulais surtout pas être un mec qui quitte. J'avais des investisseurs, donc ça voulait dire que je les investis et moi je perdais pour sûr tout mon argent investi. Donc je suis allé au bout et j'ai fini par les appeler et leur dire désolé les gars, mais là on va arrêter quoi. Enfin j'arrête, il n'y a plus d'argent, personne n'en veut. La seule petite chance qu'on avait, elle a dit non. Et en vrai, même moi là, je me sens plus de le tenir le projet parce que j'ai plus d'énergie. Je suis complètement grillé, complètement. Comment est-ce que tu t'es senti après ça? Franchement, je pense que j'étais soulagé parce que quand tu fais 2 ans comme ça, à ce rythme, enfin, c'est même plus que 2 ans, au final, c'est 3-4 ans, tu passes de projet en projet et tu fais que avancer et tu as beaucoup de vagues. Quand tu as la chance de repartir sur une feuille blanche, ça fait du bien aussi, tu vois. Donc j'étais soulagé parce qu'au fond de moi, je savais que le projet, j'y croyais plus, mais je savais pas faire la différence entre une baisse de motivation et de l'intuition et l'obstination. C'est un mélange de pas mal de choses. Et je pense que les entrepreneurs, on est souvent bloqués là-dessus. Et la barrière est fine entre le moment où il faut vraiment pousser parce que tu n'es pas loin de réussir et tu t'obstines et tu vas dans le mur et tu le sais très bien. Si tu le sais et que tu as un doute, c'est déjà mort en fait parce que tu as envisagé les manières de te faire foirer et c'est pas bon quoi. Si tu sens pas le projet. Donc ouais, je me sentais un peu soulagé. Tu as eu des représailles ou Non. Comment est-ce que tes business angels, est-ce qu'ils ont réagi de façon agressive? Enfin, quelle était la suite de la relation avec eux? Comment est-ce qu'ils... Déjà, les business angels, c'est un jeu auquel ils sont prêts, c'est-à-dire tu investis dans 10 boîtes, il y en a 9 qui meurent, il y en a une qui réussit. C'est un peu ça, hein, le game de l'investissement en startup. Ouais. Sauf que la période là, c'était quand même mainstream. Il y a plein de personnes qui venaient de rentrer dans ce game de business angel, donc, et qui n'ont pas forcément la culture. Ils pensent peut-être le 10 000 balles qu'il a mis, qui va rentabiliser tout de suite. Donc, ce qui fait que si le projet il se crache,
Oussama, il a dit, il a des gens qui, parmi tous les problèmes qu'il a eu, ils ont mis que 20 000 balles dans le truc. Enfin, c'est Ouais, normal. Tu dois effectivement. rendre compte quand tu as des investisseurs et tout, mais tu conviens avec moi que quelqu'un qui a mis 20 000 balles versus quelqu'un qui a mis peut-être un 100 000 balles, c'est pas la même chose, quoi. Par contre, il y a eu une période quand même où tu avais une vague de personnes, des gens qui mettaient des petits tickets, mais qui n'avaient pas forcément cette éducation Mm. d'investissement et qui ont l'impression que ben, c'est comme si c'est un prêt qu'ils faisaient et qu'ils doivent avoir absolument un retour d'investissement, tu vois. Donc, et vu Ouais. que ça coïncide un peu à cette même période, je me demandais si toi, tu as eu à faire face à ce genre de personnes où c'est pas si fluide, ils ont accepté leur perte et puis passer à autre chose, quoi. Alors, par chance, j'avais pas trop ce genre de profil, je pense. C'était plutôt des business angels aguerris pour la plupart. Et en fait, bah, ils ont vu, enfin, je les ai pas entubés, tu vois. Ils ont Mhm. vu que je me suis démené jusqu'à la dernière minute. Je les tenais au courant aussi chaque mois, je leur faisais un reporting. Encore. Et ils voyaient en fait l'évolution, les hauts, les bas, etc. Et ils savaient que c'était compliqué. Mais ils savaient surtout que je les ai pas lâchés. Donc quand je les ai au téléphone, la plupart m'ont dit, bah écoute, c'est comme ça. C'est ta première expérience, tu vas en monter d'autres des boîtes, ça va aller, tu vois. Euh, Tu t'es bien battu, entre guillemets. Bien sûr, c'est relou, mais Mhm. c'est la vie. Et eux, c'est tous des entrepreneurs aguerris et ils Mhm. connaissent ce genre de choses. Ils savent ce que c'est. Donc, ils m'ont pas trop embêté. Euh, Ils m'ont un peu orienté sur le fait de peut-être de recréer un projet, etc. Mais moi, à ce moment-là, j'étais complètement. En fait, je faisais une overdose de cette boîte-là, Mhm. de cet écosystème dans lequel j'étais, je voulais plus rendre de compte à personne, je voulais plus Mhm. d'employés, je voulais plus personne. Et j'avais besoin juste de moi me ressourcer, quoi. C'était super important. Et justement, c'est ce qui fait la transition avec ce domaine un peu plus de la santé. Mais c'était assez rapide quand même, puisque je crois que c'est vers août 2022 que tu arrêtes complètement. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est l'été, c'est fin d'été, à la rentrée, je crois, septembre. Par contre, Flytech, c'est en novembre, donc rapidement, quelques mois. T'as même pas eu le temps de. Ouais, en fait, T'as même pas eu le temps de. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'élément déclencheur exact qui t'a poussé à créer Flytech? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines-là avant que tu te relances sur ce nouveau projet? en fait, donc du coup, je termine je Mhm. termine, Mhm. je foire la boîte et j'étais dans un état de santé catastrophique. En gros, quand T'as t'as des procédé avec les douleurs et tout que tu exact, en avais. fait, ça, Ah, c'est ce merde, sujet-là. comment tu faisais? Ça veut dire Comment? tout ce que tu as raconté là. En même temps, tu avais des douleurs qui étaient en train de. C'est ça, mais en gros, en fait, j'avais beaucoup de tendinites. J'avais des tendinites, mon genou, mon ancien ligament croisé me faisait extrêmement mal. Mes deux épaules, c'était un enfer. Et le poignet droit. C'était catastrophique. En fait, je sais pas trop d'où ça vient. J'imagine que c'est l'anxiété liée à ça. Tu Mhm. dors mal, tu es très très stressé, tu as des problèmes juridiques, tu as des problèmes financiers, tu as des dettes, tu dois des comptes à des gens. C'est très dur mentalement. Et en fait, du coup, ton corps, il est dans un état tout le temps de tension, En alerte. de stress, en alerte. T'es tendu et ça crée des tendinites. Enfin, ton corps te donne des signaux, tu vois. Ce que tu as dans ta tête, ça sort beaucoup dans ton corps aussi. Et en plus de ça, comme je te disais, j'étais obstiné. Je forçais mentalement sur un truc où je voyais pas que c'était voué à l'échec. Je faisais du sport pour essayer de me vider la tête. Je forçais aussi. Donc, c'est-à-dire que tu as une douleur à l'épaule, tu forces quand même dessus parce que tu peux pas abandonné, tu vois. C'était vraiment dans ce mindset-là mauvais que j'étais dans cette période et je me suis énormément abîmé. Voilà, t'es stressé, tu dors pas, tu forces, t'empires des signaux de douleur, etc. Donc en fait, quand j'ai arrêté, je suis redescendu et j'ai analysé. Je dis waouh, je suis dans un état. J'avais 25 ans, j'étais rouillé. Je pouvais même pas courir. Enfin, je pouvais même plus faire de traction. C'était catastrophique.
catastrophique. Et j'avais déjà un peu commencé à comprendre ce qui m'arrivait, mais sans même avoir de répit, on va dire, pour me soigner ou même arrêter, quoi, parce que c'était tellement dans un engrenage qui va vite. Et là, je me dis, voilà, à la rentrée, quand je leur annonce, je dis, bon, là, il faut que j'arrête tout. Il y a un gros problème, en fait, avec ma santé. Et le sport, la manière dont je le fais, c'est pas bon. Le mental, la manière dont j'aborde la vie avec force, avec la peur de l'échec, la peur d'abandonner, pour pas, moi, me voir comme faible, c'est pas bon. Je change tout ça, quoi. Radical, douche froide. De l'autre côté, j'étais endetté, j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes parce que j'ai pas fait une En liquidation. perso ou en entreprise? Un peu des deux, je crois. Un peu des deux parce que j'avais emprunté de l'argent à des membres de ma famille. J'avais emprunté de l'argent à la banque. On avait des locaux, donc il y avait un bail 369. J'avais des loyers de retard, enfin, cata. Et du coup, bah, sur la partie santé déjà, je me prends en main, je vais Ouais. voir des spécialistes. Je fais beaucoup de kiné, genre Hmm. 2-3 fois par semaine, je vais voir De des la kinés. réduc ou plus de... Ouais, de la rééducation, des ondes de choc, Mhm. des traitements avec des aiguilles qui vont. Acupuncture, un truc, ouais. Enfin, voilà, en gros, scan complet et je fais tout le corps quasiment. Enfin, ça, voilà, j'essaie au maximum de prendre soin de moi et de comprendre en fait ce que j'ai. Et je suis quelqu'un d'assez obstiné sur les sujets qui m'intéressent et les sujets surtout qui sont urgents. Et du coup, je plonge là-dedans, j'essaie de comprendre. C'est quoi une tendinite? Comment mes articulations elles fonctionnent? Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi mon genou droit qui a été opéré, j'ai toujours mal? Et pourquoi le gauche me fait autant souffrir alors qu'il n'y a pas eu de blessure? Enfin, voilà, j'essaye de comprendre un peu mieux mon corps, tu vois, et en termes de motricité, comment ça fonctionne, pour éviter de me retrouver dans le même cas. Je lis un livre qui m'ouvre pas mal les yeux, c'est The Supple Leopard de Kelly Slethart, il me semble, c'est un kiné américain Mhm. qui travaille sur la prévention et le renforcement et de la mobilité constamment. En gros, pour prévenir d'une blessure, il faut toujours mobiliser et renforcer les endroits où tu as des faiblesses. Il faut traiter le problème avant même de l'avoir. Et du coup, j'achète son livre, j'achète plein d'équipements, des boules de massage, des trucs comme ça. Et à la maison, du coup, je fais ça. Dès que j'ai une douleur, dès que j'ai un trigger point, je vais aller le travailler, je vais aller le renforcer, je vais travailler ma mobilité, etc. Et en fait, je deviens fan de tout ce qui touche au bien-être, à la mobilité, aux articulations, à la récupération. Enfin, ça commence vraiment à. J'ai pas le choix de toute façon. Je Tout suis un à fan de fait. sport, je peux plus faire de sport. Si je fais pas ça, je guéris pas. Donc je dois comprendre, tu vois. Et ça, c'est le sujet santé. Et à côté de ça, j'ai plus d'argent, je suis endetté. Il faut absolument que je trouve un moyen de payer mon loyer parce que bah, je suis au fond, quoi, là. Mhm. Donc en gros, t'as pas trop de répit non plus. Et je commence à mettre des annonces pour être freelance, parce que je me débrouille quand même. J'ai pu développer pas mal de compétences, etc. Euh, mais à côté de ça, je me dis, Hors de question de te faire recruter dans non, une mais boîte. franchement, t'as pas le choix, tu vois. Donc il faut faire comme je te disais au début. Tu fais ça pendant 6 mois, tu reviens dans l'autre côté, tu te régénères et tu repars. Mhm. Mais en fait, j'ai encore mes locaux. Je suis en embrouille avec les locataires. D'ailleurs, J'ai les huissiers qui viennent toquer et tout. Enfin, c'est chaud, ouais, vraiment. ça, c'est la totale. C'est compliqué. Voilà. Et en fait, il me reste 4 000 euros sur mon compte pro. Et c'est les 4 000 euros que je dois utiliser pour payer les loyers qui me manquent, en fait. Que tu dois choisir C'est ça. comme priorité s'il faut payer le loyer ou s'il Voilà. faut payer notre dette, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je sors les 4 000 euros, je me les verse en salaire et je reprends. Je Encore me dis, rien. tant pis. En fait, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils avaient ma caution et je leur ai dit, prenez ma caution pour payer vos mois de loyer. Mais comme on coupait le bail avant la fin, ils voulaient ma caution, les loyers Les et en plus, pénalités.
Voilà. Ouais. Et en gros, j'ai trouvé juridiquement un endroit où eux, ils n'avaient pas assuré. Et donc moi, si si je pouvais même les attaquer. Et en gros, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez les gars, je vous ai expliqué, on n'a plus d'argent. Je vous avais déjà ma caution de 6 000 euros. C'est même plus que ce que je vous dois en termes de loyer. Donc prenez la caution et on en arrête là, quoi. Et bon, avec un peu de forceps, ça s'est soldé comme ça. Et ils ont arrêté de m'envoyer les huissiers, quoi. Donc bon, il faut éviter de faire ça, mais malheureusement, quand tu n'as pas le choix, tu es obligé, si on t'attaque, de trouver des manières de contre-attaquer. Et ton adversaire a souvent des faiblesses aussi, quoi. Et eux, ils n'avaient pas regardé les angles morts, on va dire. Ils avaient aussi fait des erreurs. Donc voilà, je repars avec 4 000 euros en poche et je me dis, bon, au pire des cas, bah, je vais faire freelance sur Malte, je vais trouver des beaux projets et tout. Mais en vrai, je peux peut-être déjà me concentrer sur d'autres possibilités de Un business, projet, quoi. Ouais. d'autres opportunités de projets qui pourraient être là. Par contre, cette fois-là, je vais la faire avec mes règles, mes nouvelles règles. Pas d'associés, pas d'investisseurs. Dans le sport, un sujet qui me passionne et je veux vraiment avoir un impact long terme et une grosse vision sur ce nouveau projet. Et surtout, je veux être très agile, c'est-à-dire tout maîtriser de A à Z, comprendre ce que je fais, pas partir dans un besoin de, j'ai pas besoin, je veux pas des développeurs, etc. Parce que je veux comprendre ce que je fais. Quelque chose de simple qui me parle vraiment. Et on a tous des publicités sur nos téléphones. Tu veux dire, on est tous exposés à des On est publicités. très exposé à des publicités, c'est ça. Et moi, j'ai des publicités qui viennent des États-Unis aussi sur mon téléphone. Et je commence à avoir des projets justement sur, T'as un VPN dessus ou... ouais, ça, sur Ouais. les articulations, les choses comme ça. Pour les sportifs, mais plutôt seniors aux États-Unis. Je regarde, je trouve que c'est des technologies qui sont intéressantes. Je comprends comment ça fonctionne. Donc, c'est de la compression, globalement, comme des genouillères médicales. Ponctuel, Bon, quoi. Enfin, ultra précis. voilà, assez précise, mais très médicale et très courte. Je dis, ah, intéressant. Je comprends vraiment le sujet, puisque c'est un sujet qui, en ce moment, me trigger beaucoup, me passionne. Euh, Comment ça fonctionne? Comment ils ont construit leurs produits? Ils s'adressent à qui? Comment? Et là, c'est vraiment pour de l'arthrose et c'est pour les seniors, tu vois, qui marchent, etc. Tiens, intéressant. Mais pourquoi ils expliquent pas ça pour les ligaments croisés, les gens comme moi, en fait, qui ont des douleurs articulaires, mais qui font beaucoup de sport et qui sont plus jeunes. Pour moi, c'est obvious que ça pourrait être adapté à ça. Il y en a Et forcément plus ben, en tout pour cas, les jeunes. Non, je veux dire, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont exposés à ça versus c'est ça. les vieux. Il y a, en tout cas, alors, jeune, je dis, Enfin, enfin, pas jeune, des seniors en tout cas. on va dire, voilà, senior, c'est vraiment plus de 65 ans. Moi, quand je vois ça, c'est plutôt le sportif blessé qui veut continuer d'être performant, mais qui a quand même des douleurs. Donc, ça veut dire que moi, je suis quand même assez jeune dans mon cas, et ça veut dire 30 ans, 55 ans, quoi. La fourchette où il y a beaucoup de cas du genre, parce que souvent, quand tu as eu des blessures dans ta jeunesse, elles commencent vraiment à tirer dans ces eaux-là. Moi, comme j'ai fait beaucoup de sport assez tôt, elles commençaient déjà à tirer, en fait, à mes 25 ans, quoi. Et donc, je me dis, mais c'est incroyable comme projet. Ça n'existe pas en France. Il y a beaucoup de produits médicaux, beaucoup de produits pour le sport, mais il n'y a rien entre les deux, en fait, qui te permettent de faire du sport avec moins de douleur et de risque de blessure. Et c'est là, en fait, où je me dis, mais OK, on y va, on teste notre marché. Donc là, je trouve des fournisseurs. Il y a pas mal de produits médicaux qui sont déjà un peu sur le marché. Là, tu sais déjà comment tu vas prototyper le premier ou C'est les ça. premiers produits? En fait, en développant le hardware du miroir connecté, en développant les bandes de résistance, je savais déjà comment développer un produit en trouvant en fait un fournisseur, en trouvant des technologies qui au début existent et en les faisant évoluer en fait. C'est comme ça qu'on lance au début Flytex. Et nous, en fait, on avait une jambe complète. Donc, tu avais le genou qui était tenu, mais tu avais aussi la jambe complète, donc qui permettait d'avoir aussi un effet
d'amélioration de la circulation sanguine, donc de récupération et un maintien global, tu vois, de ta jambe, en plus de l'articulation du genou. Et on lance comme ça, avec cet angle-là, C'est ancienne quand même un blessure. bras pour lancer ça, je vais dire, en termes Comment? de. C'est autofinancé parce que je me dis que tu as quand même besoin d'injecter Non, du cash pour financer ça. non, non. Au tout début, en fait, quand tu commences sur des technologies qui sont déjà maîtrisées, Mhm. tu peux acheter des produits et demander des spécificités à ton fournisseur. Hmm. Et ça coûte pas énormément d'argent. Il n'aura pas à construire une nouvelle ligne de fabrication, peut-être adapter Non, en fait, quelques segments, quoi. quand tu achètes un produit avec une technologie qui est déjà maîtrisée, tu n'as pas besoin d'investir énormément d'argent. Hmm. Tu lui demandes, OK, je veux qu'il soit long comme ça, épais comme ça, etc. Et les fournisseurs, ils se débrouillent en interne pour le faire. Et c'est juste du calibrage de machine de leur côté. Donc au tout début, tout début, Flytex n'avait pas sa propre technologie. On n'avait pas les moyens. Hmm. On a utilisé des technologies existantes qu'on a façonnées à notre besoin pour tester notre marché. C'est combien de prototyper un truc comme ça au début? C'est combien de portions à peu près que tu C'est commandes? quelques centaines d'euros, hein. Ah, quand même. Oui, mais oui, non, c'est pas gratuit, hein. Oui, non, Parce moi que je vais dire, je me suis mal exprimé, je vais dire, mais c'est pas par pièce quand tu dis centaines d'euros par oui, bien pièce. sûr, quand tu samples un produit, ça coûte plusieurs centaines d'euros pour qu'ils le produisent, qu'ils te l'envoient, que toi tu leur dises Ouais. c'est pas bon, la taille elle est mal ajustée. Enfin, il faut vraiment travailler ton truc, quoi. Il faut quand même mettre un billet sur la table, quoi. Un petit. Et c'est quoi, tu commandes plusieurs pièces en même temps ou. Ouais. En fait, quand tu fais un sample, tu as plusieurs hypothèses. Ok. Est-ce que ça doit être de cette matière-là? Est-ce que c'est cet élastique-là? Si tu as un doute pour aller plus vite, tu fais toutes les hypothèses. Comme ça, quand tu le reçois, tu dis, bon, c'est la matière du produit A avec l'élastique du produit B. Tu Hum, fais un mix des deux sur le prochain batch. ok. C'est comme ça que tu avances, en fait, sur ton développement de produit. Donc, au début, ça se passe comme ça. Mhm. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire Ouais. pas beaucoup d'argent, technologie qui est déjà maîtrisée, on adapte à ce qu'on veut produire, on lance et ça prend, mais pas tout de suite. International, France? Non, non, France. En gros, j'explique. Je prends ma caméra et j'explique. Salut, je m'appelle Hugo, j'ai un ancien ligament croisé et avec ce type de genouillère, j'ai moins de douleur quand je cours. Si vous voulez essayer, flytex.fr. Et moi, je savais que ça marchait très bien parce que j'ai testé sur moi, tu vois. Mhm. Je connaissais, j'avais beaucoup de douleurs, donc je pouvais faire vraiment la différence. Et j'avais une conviction énorme en ce produit parce que il fonctionnait bien pour moi. En plus de ça, je savais qu'il y avait d'autres marques à l'international. Alors, ils n'étaient pas sur le même créneau du tout. Et encore maintenant, il y en a assez peu qui sont là où on est. Mais si des seniors l'achetaient, pourquoi des sportifs actuels ne pouvaient pas, ça ne pouvait pas leur plaire, tu vois. Mhm. Donc, Et c'était là, le prix, comment est-ce que tu le calibres au moment où tu le lances? le prix, tu le calibres, tu fais tous tes coûts, hein. L'achat du produit, le coût d'importation, avec la livraison en plus, la TVA, les coûts publicitaires, et c'est déjà très cher. Ouais. Et là, juste en fait, en coût produit, donc tu peux pas, et tes nouvelles marques, donc tu peux pas être premium. Mhm. Là où, en fait, tu avais certains acteurs du médical qui vendaient une genouillère, je sais pas moi, 80 euros. Ouais. Nous, on vendait la paire à 40 euros. Mhm. Parce que, on n'avait pas la prétention d'avoir leur ancienneté, on n'a pas le même marketing, on n'est pas une marque de santé, on est une marque de sport qui t'aide à reprendre le sport, en fait. Mhm. Et c'est ça l'histoire du début. Ouais. Et au C'est juste- début, est-ce que les gens, ils payent, ils attendent la fabrication ou tu es obligé de précommander toi-même, de Non, stocker? non, en fait, j'avais mon stock. Ah, tu es C'est-à-dire, obligé quand même au d'investir début, pour tu avoir un fais petit quoi? stock, quoi. Ouais. T'as un peu de stock, tu fais 5 commandes dans la journée. Mais tu as Mhm. acheté, je sais pas moi, 300 paires, tu as 5 commandes dans la journée, Mhm. ça sort, mais c'est pas énorme. Tu vois, l'investissement, c'est quelques centaines d'euros. Mhm. Tu dois avoir allez, peut-être 1000 balles, 1000 euros
pour lancer comme ça un projet. Mais attention, j'avais beaucoup d'expérience. J'avais 4 ans d'expérience. J'avais créé plusieurs marques, même si elles avaient finalement raté. Le 0 à 1, je l'avais fait des dizaines de fois. Le projet des miroirs connectés, ça m'avait permis de vraiment développer des produits haut de gamme avec des logistiques très compliquées, des équipes. Donc en fait, là, moi, tout seul, à fabriquer du textile technologique, bah, ça me faisait pas peur du tout, quoi. Même si dedans, il y avait des spécificités en termes enfin, on va dire presque médicales, quoi. Ça me faisait pas peur parce que bah, je me servais des meilleurs sur le marché et je demandais leur technologie ou en tout cas leur fonctionnement. On n'a pas copié des technologies existantes, mais disons que compresser et maintenir un genou, il y a plein de manières de le faire. Nous, on a choisi la technologie de la compression ciblée et plus on a avancé, plus on s'est spécifié, plus on s'est entouré de kinés, d'ostéos, de chirurgiens pour nous guider vraiment vers les meilleures manières de faire, vers les meilleures coupes possibles, tu vois, pour que ça serve vraiment l'articulation du client. Mais ouais, au début, c'était vraiment de laisser erreur. Laisser erreur parce qu'en fait, on était nouveau. Test and learn. Ouais, c'est ça. Test and learn. Pas beaucoup d'argent. On faisait tout de A à Z nous-mêmes. Et on marchait avec les fournisseurs test and learn produits, test and learn clients aussi. D'ailleurs, s'il y a des clients de la première heure, je vous en remercie parce qu'ils nous ont donné des retours. Ils étaient satisfaits du projet. Justement, quel a été le premier retour client qui t'a fait dire là, on tient quelque chose? Ouais, le premier retour client, je m'attendais même pas à aller au-delà, enfin à ce niveau-là. Mais le premier retour client où je me suis dit, on va faire quelque chose d'incroyable, c'est quand il y a un gars je crois, il doit avoir 46 ans. Il m'a dit, j'ai les genoux explosés depuis beaucoup de temps. Je suis trop jeune pour avoir une prothèse. Et en fait, j'ai aucune solution. J'ai juste dû arrêter de faire du sport. Et vos maintiens, ils m'ont permis de remarcher sans douleur et je commence à recourir. Et je me suis inscrit à un 10 km dans 6 mois. Lunaire. Ça, tu l'affiches, tu l'imprimes, tu l'affiches chez toi. Ouais, et d'ailleurs, j'en parle beaucoup de cette histoire. Elle est incroyable. Bon, maintenant, quand tu vois les commentaires, il y en a beaucoup des histoires comme ça. Le premier. Mais au début, quand même. Parce que pour moi, à la base, j'avais même pas cette ambition. C'était même pas. Je pensais même pas impacter ces gens-là autant. À la base, c'est genre, tu as eu un ligament croisé, tu as des douleurs, tu veux les soulager parce qu'elles te gênent quand tu fais du sport, et surtout tu as des hésitations dans tes appuis, dans tes pivots. Tu as peur d'une nouvelle blessure et tu as des douleurs qui reviennent régulièrement. À la base, c'était vraiment ça. Et je pensais même pas que notre technologie finalement allait pouvoir être assez puissante pour permettre à des gens qui avaient ces gravités-là de pathologie, tu vois. Et donc là, quand je vois... Alors, donc ça, c'est sur la douleur, etc. Mais par contre, ça glisse. Ah, ça, c'est le petit bémol qu'il a rajouté. Ouais, alors, il y en avait d'autres des bémols, mais le gros truc, c'est efficace. Ça soulage bien. Je me sens maintenu. J'ai plus mal quand je fais du sport. Je peux recourir, machin. Il y a plein de différentes pathologies en fait qui sont arrivées après. Mais voilà, ça glisse, ça monte pas assez au niveau de la jambe. Mon mollet n'est pas assez compressé. Ça m'irrite. Voilà, il y a plein de petites choses qui viennent. Ça, c'est du pain béni pour toi, non, normalement? Voilà. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que moi, là-bas, je suis tout seul, hein, le seul employé de Flytex. Et du coup, je fais tout. Je réponds au SAV. À l'époque, il y a mon numéro perso mobile sur le site et partout, tu vois. Et ça fait plaisir, les appels à ça 22h. Appelez-moi, en fait. Genre, il y a une galère de livraison, de problèmes produits, appelez-moi. Et à l'époque, j'envoie même des messages, j'automatise, en fait, j'ai un message personnalisé. Chaque client reçoit « Bonjour, c'est Hugo. Merci pour votre commande, pour votre confiance. On va la préparer et elle arrive chez vous. Si vous avez quoi que ce soit, envoyez-moi un message à ce numéro ou alors contactez par mail. » Et j'étais ultra disponible.
Et en fait, parce que je savais que l'expérience client, c'était le plus important, que le produit était le plus important, donc les retours positifs comme négatifs allaient me permettre de développer en fait un bien meilleur produit. Et c'était incroyable. Je passais ma journée au téléphone. Je gérais plusieurs choses. En gros, je gérais, c'était moi qui créais mes publicités. Donc, j'étais dessus et je racontais, j'expliquais en fait le projet, le produit. J'expliquais pourquoi, à quoi ça sert, dans quel cadre on peut s'en servir, etc. Euh, J'employais même plusieurs personnes pour expliquer elles aussi comment ça fonctionnait avec des âges et des visages différents pour que mon client Diversifier un puisse petit se peu. reconnaître, puisse se reconnaître. Et en fait, on fait ça comme ça. J'appelle et je crois que j'ai eu 1000 clients au téléphone facile, facile. J'avais un fichier Excel. Je leur disais, voilà, j'appelle, merci pour la commande, etc. Ça vous dérange qu'on passe 5 minutes ensemble pour que vous puissiez me donner votre feedback honnête? Ça va m'aider à développer la prochaine version, en fait. Et les gens se prêtaient au jeu. Ils étaient trop contents. Déjà, d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est rare quand tu achètes sur Internet d'avoir quelqu'un qui t'appelle et qui prenne ton feedback. Et j'ai un fichier Excel que j'ai encore maintenant et il y a des milliers de lignes. Ouais, j'imagine. Notes, en fait. J'ai toutes ces notes-là. Âge, sexe, pathologie. Qu'est-ce qu'ils ont essayé avant? Qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur rêve, tu vois, comme solution? Quels effets positifs ils ont de mon produit? Quels effets négatifs? Quelles features ils voudraient améliorer? Et en fait, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de conversations. Et par énorme chance, il y a ChatGPT qui sort. À peu près dans ces eaux-là. Et là, moi, je prends mon fichier. Je me retrouve avec 50 employés gratuits. Ouais, exactement. Ça m'a beaucoup aidé au début. Et je prends mon fichier et je lui envoie. Je lui dis, ouais, salut, voici mes conversations avec mes utilisateurs. Tu vas m'aider à comprendre encore mieux à qui je m'adresse au final, parce que tu penses le savoir parfois, mais jusqu'à que tu analyses vraiment les datas, tu n'as pas vraiment d'idée. Qui est mon client? Quel âge il a? Quelle pathologie il a? Qu'est-ce que je peux améliorer de mon produit? Quel sport il fait, etc. Parce que moi, c'était beaucoup pour les sports de performance, comme la course, etc. Mais il y en avait peut-être d'autres, en fait. Et je voyais plein de gens, du golf, du cyclisme, du rugby, du basket, il y en avait plein. Mais c'est qui le sport principal? Et là, il me dit, c'est simple. C'est un sportif qui a une blessure qui date, mais qui a quand même fait du sport toute sa vie à haute intensité. En fait, c'est quelqu'un qui adore la performance et qui, même s'il avait des petites douleurs ou quoi, il a poussé. Et c'est intéressant parce que moi, je me reconnais là-dedans, en fait. Ouais. Et je me dis, en fait, la manière dont j'ai raconté un peu mon histoire, ça a dû parler à des gens, finalement, qui ont, même s'ils ont des âges différents, c'est des sportifs qui ont un peu cet ADN-là, de pousser un peu trop, d'être performant. Et bon, on le voit souvent, c'est le sportif en général, ça. Ouais. Et c'est un coureur, mais il fait aussi beaucoup de randonnée, du ski, du cyclisme. Il a de 30 à 45 ans. Et les 3 pathologies qui reviennent beaucoup, c'est ligaments croisés, ménisque fissuré, arthrose. Et après, dans la liste, tu as aussi des autres pathologies des coureurs, genre essuie-glace, etc. Mais c'est d'autres pathologies. Et donc là, je me dis, mais c'est incroyable. En fait, on est vraiment dans le vrai, quoi. Enfin, C'est concret, quoi. c'est concret, et c'est concret, mais surtout, la cible est encore plus précise et à la fois plus large que ce que moi j'avais imaginé. C'est pas juste pour les reprises de sport, c'est aussi énormément utilisé dans la récupération, c'est énormément utilisé pour l'arthrose, pour l'après-opération, pour l'après-blessure. Tu viens de te faire un ligament croisé, ton genou il est gonflé comme ça, tu mets nos maintiens avec de la compression, et à soulager la douleur, protéger jusqu'à ce que tu te fasses opérer, et après quand tu reprends voilà. Et je comprends un peu le scope, majoritairement des hommes, etc. C'est pour ça que longtemps sur Flytex il y a eu beaucoup de publicité avec des hommes, parce que on avait 95% d'hommes. Ouais. Donc, je me suis concentré sur la première cible. Je peux te faire tu vas continuer, une petite parenthèse. Est-ce que tu penses que c'est ce que je parle de Francis Ngannou, il avait su s'évanouir lors du combat avec Cyril Gane, parce qu'il disait qu'il avait, il s'est fait opérer après ce combat-là pour des ligaments croisés, mais pendant le combat, il avait comme un truc qui ressemble un petit peu
à, à ce que tu vends sur Flytex. Je sais pas si tu as vu le combat ou. Non, j'ai pas le. Mais enfin, c'était pas les notes, sinon on l'aurait vu. Mais Non, non, je parle pas forcément de ta marque, je veux dire, est-ce que c'est un équivalent en fait? Parce que ok. vu Euh, qu'il a mis comme une sorte de renforcement, je me demandais si c'était un équivalent. ouais, je vois ce qu'il a. Bah, c'est des maintiens, c'est vraiment des genouillères, mais qui sont, je pense, beaucoup plus restrictives. Enfin, tu vois, Ok. c'est quand tu as Ouais, des. c'est pas très long aussi, ouais. C'est pas très long et c'est beaucoup utilisé en sport de combat parce que c'est quand ils font de la lutte au sol, c'est des genouillères qui te serrent beaucoup les genoux et qui te protègent enfin, ça évite que tu t'abîmes la rotule en fait. Ok. Il y a des rembourrages. Je connais pas exactement la marque que c'est, mais en Mhm. tout cas, ouais, c'est quand tu peux les choisir très serrés justement pour que ça te tienne énormément les genoux. Ok. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout les mêmes Les mêmes technoproduits. propriétés. Ok. Non, pas de souci. Yes. Donc là, tu as de la data, tu as des données assez précises sur ton avatar client. Et puis, c'est quoi la suite? Parce que là, tu vends toujours exclusivement en France, c'est ça? Là, on vend qu'en France et on n'a que ce produit-là Mhm. qui est une évolution de technologie existante. Et en fait, moi, mon seul but, c'est de faire le meilleur produit possible. Du coup, bah, je comprends qui est mon avatar et je comprends qu'est-ce qu'il cherche en fait dans ce produit-là que je lui ai déjà poussé. Mhm. Et donc, en fait, ça m'a pris à peu près 6 mois à développer notre modèle actuel phare, qui sont les Mhm. Master V2. Mhm. Et en gros, je suis parti de ce que me demandaient mes clients, la taille, le maintien, la matière, même le style, etc. Tout, Mhm. tout, 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 La tout. glisse et tout ça. Voilà. Pour éviter que ça glisse, gros challenge, avoir quelque chose qui s'agrippe sur la cuisse, mais que ça glisse pas. Mhm. On y est arrivé au final, tu vois. Alors, il y en a certains qui disent que ça glisse encore, mais c'est plutôt un problème de taille qu'un problème de produit, parce que quand Le tu as la bonne produit, ouais. taille, ça glisse plus. Ok. Et ouais, donc, et là, pareil, en fait, pour développer ce nouveau produit, euh, on repart, euh, on repart vraiment dans les fondamentaux. Et là, on va en profondeur. Je suis pas un ingénieur et je me suis toujours débrouillé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'est-ce que font les top marques de mon marché? C'est quoi les matières qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Et je commande, je crois, une cinquantaine de genouillères, de compressions, de plein de choses différentes. Et j'analyse tout. Et j'ai encore des fichiers où je me filme Mhm. d'expliquer mon retour. Ah, ok, bah là, ça me tient chaud. Là, c'est trop. Enfin, là, ça va tomber. Là, ça m'irrite derrière le genou. Là, l'élastique, il me plaît, etc. Et en fait, je fais une liste de de la genouillère slash maintien de compression GOAT, le meilleur produit possible. Et ben, sur le papier, c'est des caractéristiques. La longueur, les matières utilisées, les élastiques utilisés, la largeur aussi. Comment est-ce que la compression ciblée va venir envelopper ton articulation à des endroits bien précis pour que tu puisses être maintenu sans que ça te fasse perdre de la mobilité, tu vois? Comment Mhm. est-ce que tu peux être performant en étant soulagé et en sécurité, mais sans que tu aies l'impression d'avoir un boulet au pied, tu vois? Ouais. Et c'est ça qui a demandé le plus de travail et je sors cette liste-là, la liste Graal, on va dire, pour mon projet et je travaille Depuis encore. d'autres fournisseurs même, j'en contacte des dizaines, j'essaie de trouver le meilleur fournisseur. On commence à travailler des samples, on en a fait des dizaines, ça marche pas. Et puis on commence à s'en approcher. Là ensuite, quand j'ai vraiment le modèle presque parfait en fait, je commence à le faire tester, je demande des avis, on en envoie à certains clients, etc. Et une fois que ça c'est validé, là je sais vraiment que je tiens quelque chose qui va être incroyable parce que bah, pour moi, il n'y a pas d'équivalence en fait. Puisqu'on a pris le meilleur des meilleurs, Mhm. et surtout, on a pris exactement ce que voulaient nos clients, bah, dans ma tête, je sais que j'ai quelque chose d'incroyable, de très singulier, Mhm. qui va pouvoir servir encore mieux ces premiers clients-là. Et donc, pour le lancer, je fais de la précommande. Et il y a beaucoup de clients qui étaient déjà là sur la première vague, qui suivent
et qui me permettent de financer en fait déjà Ah, ce premier stock qu'on va devoir acheter. tu te souviens, c'était conséquent. On parle de combien de commandes comme ça pour cette prix? Honnêtement, je me souviens même pas, mais je crois que c'était euh, c'est quoi? Franchement, j'ai plus aucune idée des volumes, mais ça devait être quelques milliers de paires quand même. Quand même. Oui, 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 oui. En fait, c'est ça qui était magnifique, c'est que ça a mis du temps à prendre, mais par contre, dès le début, tu vois, autour de 4, 5 mois, Il y a une fraction. on commençait déjà à grossir et je savais qu'il fallait vraiment que je me dépêche de sortir ce produit ultime parce que bah, C'est du momentum. c'était déjà très efficace, Mm. mais on avait un peu de retour. On avait des gens qui se plaignaient parce que parfois ça finissait par glisser, etc. C'était pas le cas de tout le monde, heureusement. C'était 20%, mais peut-être même 30. Mais c'est déjà trop, tu vois. Ouais. C'est déjà trop. Euh, donc ouais, pour moi, je me disais, ok, bah super, ça marche, il y a de l'attraction. Moi, de mon côté, j'avais pu commencer à payer mes dettes. Je m'étais sorti de mon bourbier juridique, financier, euh, même ma santé, tu vois, ça commençait à aller beaucoup Mhm. mieux. D'ailleurs, du kiné comme ça, j'en ai fait pendant plus un an et demi, je crois. J'ai continué pendant très longtemps, même quand Flytex, même jusqu'à la première année et demie. Enfin, en tout cas, j'ai continué énormément à moins me remettre en question et à ma pratique. D'ailleurs, j'ai beaucoup ralenti le fitness et j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de courses à pied. Et en fait, je me suis vraiment trouvé dans cet équilibre-là de performance, renforcement musculaire, articulaire. Fitness, oui, mais mobile, beaucoup d'étirements. Et c'est en fait ce que j'essaie d'inculquer un peu aux gens avec qui je parlais. C'est, OK les gars, renforcez-vous en fait. Si tu as mal au genou, fais des exercices pour les genoux. Porter nos genouillères, oui, mais pas sans exercice à côté. Et on essaie de donner des conseils, tu vois, là-dessus, Mhm. euh, tout en développant nos projets, quoi. Stylé. Donc, j'aimerais bien savoir à quel moment est-ce que tu passes à l'internationalisation et à ce moment-là, c'est quoi déjà tes chiffres à peu près en France avant que tu prennes la décision d'aller à l'international? Et surtout, qu'est-ce qui te fait te dire que ce produit, il va fonctionner en dehors de la France, quoi? Ouais, bah alors, avant l'international, on a mis du temps quand même à partir à l'international. D'abord, on a développé d'autres produits. Donc, en fait, Mhm. une fois qu'on avait compris, vraiment, on avait vraiment bien maîtrisé une technologie qui était propre à nous, qualitative, avec un service complet autour, bah, on nous a demandé des chevilles, des coudes, des poignets, des chaussettes, plein de choses. Et du coup, en fait, on a d'abord servi notre client de la première heure. Et, bah, et comme on faisait bien notre travail, les gens nous ont suivis, ils rachetaient, ils en parlaient autour d'eux. Et c'est comme ça que ça a grossi. Euh, les chiffres où à peu près on a commencé à s'intéresser à l'inter, on devait être autour de 100, 150 000 euros par mois à peu près de chiffre d'affaires. Ce qui est magnifique. Franchement. Ce qui est magnifique pour une première année et quelques d'exploitation, enfin, moi j'étais trop heureux, tu vois. Je faisais quelque chose qui enfin fonctionnait, qui servait incroyablement bien les gens, le client final, qui moi, bah, qui est clairement une extension de ma passion et de mes intérêts, tu vois, pour le sport et la santé en général. Donc en fait, j'avais trop d'énergie, tu vois. Euh, c'était même pas du travail. Jusqu'à même maintenant, bon, c'est pas toujours facile, tu vois, mais j'adore faire ce que je fais parce que tu te, ouais, ça te donne de l'énergie en fait. Ouais, j'imagine. Et c'est Donc, après qu'on est parti à l'Inter, donc ouais, autour de ce chiffre d'affaires-là. Et qu'est-ce qui te fait te dire que, ben, au lieu de déployer, peut-être essayer de consolider toute la France, pourquoi tu décides de partir à l'extérieur? Qu'est-ce qui te permet quels sont les signaux, en fait, qui t'ont fait penser que ce serait intéressant ou stratégique d'aller à l'extérieur? Et déjà, comment tu identifies les endroits où tu te déploies en premier, quoi? en fait, c'est parce qu'on a stagné. Pendant longtemps, on a stagné. Est-ce qu'on peut appeler ça de la stagnation quand on est un très jeune business? Je sais pas. Mhm. Sachant qu'on avait quand même bien développé. Mhm. Mais ouais, en fait, on stagne pendant presque 8 mois, je pense. Et là, je me dis, OK, bah,
peut-être qu'on est en train de toucher notre marché global en France. Voilà, il faut qu'on continue d'avancer, quoi. Il faut qu'on se développe. Et là, je me dis, bah, on va lancer l'Europe. Enfin, on va lancer quelques pays en Europe, plus un pays plus les USA pour tester, tu vois. Ouais. D'abord, on lance les UK, ensuite Allemagne, Espagne, Italie, et ensuite on lance les US. Mais ça, c'est allé très vite, c'est presque d'un coup. Je me suis dit, si on lance 5-6 pays d'un coup, il y en a bien un qui va prendre, dans lequel on aura un peu plus de répondance marché. Et en fait, il y a de la répondance marché dans presque tous. En fait, on fait des ventes, mais faire des ventes et être C'est rentable, rentable? Ouais, c'est un autre voilà, sujet. c'est deux choses différentes. Tu peux trouver des clients, mais tu peux ne pas avoir l'élasticité. Et quand tu lances un marché, pour tous les business, il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent pendant longtemps avant d'en gagner. C'était une chose, voilà. Donc, nous, on a lancé un peu tout ça. Le problème quand tu fais l'international, c'est que c'est pas seulement dupliquer ton projet ou envoyer des publicités dans d'autres pays. Comme c'est des langues et des cultures différentes, tu dois dupliquer complètement l'écosystème. En fait, c'est presque recréer une nouvelle marque. Ouais. C'est pas une traduction littérale, il faut rentrer dans le contexte C'est ça. culturel. Il faut comprendre comment l'allemand il va penser. Il faut comprendre comment l'allemand, Va son payer. système de marque, de concurrents, de tests, produits qu'il a eu en Allemagne, c'est quoi la narrative qui, pour lui, va lui parler. Et ça, il faut être acharné dessus. Et le truc, c'est que c'est extrêmement difficile. On l'a fait pendant à peu près 6-7 mois, je crois, enfin, ouais, peut-être 6 mois, et on s'y retrouvait pas. On était partout et nulle part à la fois. Mhm. Et du coup, je prends la décision d'arrêter avec les pays étrangers et de garder que les USA. Mhm. En fait, je me dis, les US, c'est le marché le plus difficile en termes de compétition et le plus cher en termes de publicité. Mais par contre, si on craque les US, bah, on va gagner le monde entier. Parce qu'en fait, on aura atteint les compétences et on aura des publicités en anglais qui vont parler à plein d'autres pays qui comprennent l'anglais aussi, tu vois. Ok. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher à s'adapter en plusieurs langues dans plein de petits pays, c'est C'est ça, beaucoup plus intéressant d'aller chercher à craquer le marché US qui est en anglais, c'est mais ça, qui est une langue en fait qui qui est parle universel. ouais, universelle, qui parle à tous les autres pays. Ça veut dire littéralement lancer des pubs en anglais en Allemagne, en Espagne, par exemple. Euh, ouais, plus tard, mais ça, c'était lointain, Ok, tu vois. c'est juste pour comprendre la logique, quoi. Donc, au lieu d'adapter absolument dans la langue locale, ben, de lancer un truc un peu comme si on prend le cas avec la musique, quoi. T'as plein de gens, ils comprennent pas ce que les Américains ils racontent, mais ils kiffent quand même. Et tu kiffes quand même, t'en écoutes quand même du rap US. Et c'est ça. Et en gros, la première idée, c'est ça, mais c'est surtout le plus gros marché, si tu craques les US, Ouais, bah, plus de 300 millions que d'habitants. 4 pays en Europe, bah, tu as 10 fois plus aux US, en fait. Donc, si Mhm. ton levier de scalabilité, il est meilleur, tu vois. Ok. Donc, on part là-dessus et on se casse les dents un peu au début, quoi. Franchement, on perd quand même pas mal d'argent. On perd 5 ou 10 000 euros par mois pendant les premiers 6 mois. Mais avec mon bras droit, on se tue de formation publicitaire. C'est-à-dire, pour rivaliser avec le marché américain, il faut qu'on devienne aussi bon, voire bien meilleur que les Américains. Et la publicité là-bas, c'est pas la même. Elle est plus technique, elle est plus structurée. Mhm. Ce qu'on fait en France aujourd'hui, c'est ce qu'ils faisaient il y a 1 an aux États-Unis. En fait, les modes sont passés. Donc, si je fais de la pub française aux US, ça marche pas. Parce qu'ils l'ont vu depuis longtemps, ils en sont lassés, en fait. Ouais. Donc, moi qui prends ma caméra comme ça et qui explique un peu mon histoire, tout ça, ils s'en foutent. Il y en a 100 comme moi là-bas. Ils s'en foutent complet. Du coup, il faut être bien, bien meilleur. Et on met du temps. Vraiment, vraiment, on met du temps. Et au bout d'un moment, on s'arrête de perdre de l'argent déjà, donc on est content. Mhm. T'es flat. La France, ça continue à se développer, etc. C'est cool. Et aux États-Unis, ben, on a une petite équipe qui fait que ça, qui est que sur les US. Et moi, du coup, je suis concentré sur la France et je pilote un peu les chiffres des US, mais en donnant des indications à l'équipe. Mhm. Et en fait, il y a un moment, ça devait être il y a peut-être il y a quelques mois d'aujourd'hui, on va dire, ça commence à marcher, ça commence à prendre. On fait du profit, on réinvestit.
Donc, on fait plus de concepts et on commence à s'étendre aux États-Unis. Et enfin, aux États-Unis, on passe la barre des 100 cas de chiffre d'affaires là-bas. Et à ce moment-là, en France, on est plutôt à 250 000 euros de chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc là, déjà, on commence à avoir une belle boîte, vraiment belle boîte qui est structurée. On croit de manière saine dans les marchés dans lesquels on est. Et on a investi vraiment énormément en marketing de partout. Là, à l'époque, on est nombreux, on commence à être 10 ou 15 dans l'entreprise. Quand même. Voilà, je suis plus du tout à l'époque où c'est moi qui répondais au téléphone, aux commentaires, aux emails clients. Enfin, vraiment, on s'est structuré. Ouais. On a une équipe pour le service client, on a une équipe logistique, on a une équipe pour les publicités, on est plusieurs. On a une équipe qui m'aide pour le produit aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment structuré. Et, à partir de là, bah, on est agressif. On fait aussi beaucoup plus d'événements communautaires. Mhm. Et voilà, là, on construit vraiment une communauté qui va plus loin qu'un simple produit. On essaie de créer de la relation avec les clients. Et là, c'est vraiment génial. Parce que je passe d'être enfermé dans ma chambre, entre guillemets, à travailler, enfin dans mon bureau, euh, à pouvoir aller rencontrer les gens avec qui je parle, à pouvoir kiffer aussi, tu vois, un peu plus ma Ouais, vie. complètement. Parce que peut-être que toi aussi, tu as vécu ça, d'être le long désert seul, on va dire, de l'entrepreneur, jusqu'à pouvoir parler à d'autres personnes un peu plus qualifiées ou quoi. Mais avant ça, c'est long, quoi. J'aimerais bien, enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu peux parler publiquement, si sur la partie media buying, est-ce que tu Mhm. parles des chiffres, combien tu mets en budget? On peut en parler publiquement ou c'est Ouais, chaud? il n'y a aucun problème. Euh, je vais donner surtout ceux de l'époque qui nous ont permis Mhm. d'arriver là où on est aujourd'hui, mais globalement, à cette époque-là, on dépense à peu près 100 000 euros par mois en publicité, en marketing. Mhm. C'est colossal, hein. Ouais, c'est C'est clair. énorme. Et en fait, ma vision, elle a toujours été de tout réinvestir dans la marque. Et si tu as un bon produit mais que personne ne le sait, ça sert à rien. Donc, je préférais avoir moins de marge, mais pouvoir en parler à plus de monde plutôt que maximiser le profit parce que ça sert à rien. Ton business, il est tout petit, tu Ouais. vas rien faire avec ça. Le but, c'est d'impacter des gens. Le but, c'est que les gens soient satisfaits et on parle autour d'eux et de pouvoir co-créer d'autres produits pour que ces gens-là rachètent, créer une communauté, créer un mouvement, créer une grosse marque. C'est ça qui m'animait en fait. Donc pour moi, tout le bénéfice, tu regardes mes 2 derniers bilans, ils sont éclatés parce que on a tout réinvesti dans les produits, dans le marketing, dans le branding, dans la communauté. On a toujours tout réinvesti, tu vois. Yes. Donc, et c'est des équipes complètement internalisées où tu vas faire appel à des médias buyers, des agences. Ok, ouais. Euh, Tout externalisé. Ok. En parallèle avec l'ancienne expérience où je t'avais dit je voulais être très agile sur cette entreprise, Mhm. en fait, j'avais très peur de refoirer en fait un projet et de me retrouver avec des alternants, des salariés, etc. Mhm. Du coup, j'essaye au maximum d'être indépendant déjà de mon côté, Mhm. de travailler avec des agences. Donc j'ai une agence qui gère ma publicité, j'ai une agence qui gère mes emails. Mes collaborateurs, c'est des freelances qui ont d'autres clients aussi, donc je suis pas leur seul client, mais ils sont tellement bons qu'ils ont le temps, tu vois. Mhm. Ils travaillent à peu près des mi-temps, mais ça me va, tu Ouais. vois. Je préfère Ah, avoir un mi-temps d'un cadre que un full-time, que un CDI full-time. Et peut-être si mon business s'écroule, moi je suis re-endetté, tu vois. Donc en gros, pendant longtemps, je voulais vraiment externaliser un maximum de choses Mhm. et en interne. Aujourd'hui, on internalise beaucoup plus de choses. On est toujours sur des modèles hybrides comme ça avec des agences, mais voilà, en grossissant, on va internaliser de plus en plus. Mais j'ai toujours voulu garder de l'agilité, très important. Tu grossis, ton équipe aussi, tu rapetissis, ton équipe, elle rapetissit aussi parce que c'est de la prestation, tu vois. Mhm. Ok, Au début, complètement. c'est vraiment ce qui m'a permis au final de pouvoir, moi, avoir l'esprit un peu plus serein dans mes mouvements
parce que j'avais peur, tu vois, que tout s'arrête aussi, tu vois. Jusqu'à maintenant, on a toujours, je travaille énormément parce que justement, je veux plus jamais avoir cette sensation-là de dette, de problèmes financiers, de devoir des comptes à des gens, etc. Ça me fait, j'aime pas ça. Nice. Et toi, on parle du chiffre d'affaires actuel que tu fais? Ou là, c'est trop? Non, là, c'est trop. On peut pas en parler pour des raisons aussi de concurrents. Ouais. Et c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires Mhm. en France et presque aux États-Unis aussi. Sur la partie media buy, enfin, sur la partie acquisition, quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que tu faisais, bon, ça, je sais pas si on peut en parler. En tout cas, que tu avais la possibilité d'obtenir du préfinancement de Meta. Ouais. Ouais, non, ça, on peut en parler. En gros, bah, à l'année, on dépense plusieurs centaines de milliers d'euros en publicité. Mhm. On est un très bon client pour Google, pour Meta, etc. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, quand ils connaissent ton projet, parce que quand tu fais des ventes, tes clients peuvent te noter. Mhm. Et nous, on est bien notés. Donc, ça veut dire que Facebook sait qu'on fait du très bon travail en termes de produits, de logistique, de communication, de services après-vente. Euh, donc, on est quelqu'un de confiance. On paye toujours nos factures. Et à ce moment-là, Meta, en fait, te met à disposition des collaborateurs. Donc, nous, on a un account manager, ça s'appelle. Salut Marie, si tu nous vois. Et qui va nous aider, en fait, nous conseiller sur nos campagnes publicitaires, qui va justement demander des lignes de crédit pour nous auprès de Facebook, etc. Et quand tu dépenses beaucoup de publicité, tu peux même en demander une, quoi. Au début, bah, enfin, si tu dépenses 100 000 euros, ils te mettent une ligne de crédit de 100 000 euros. Mais l'avantage, c'est que tu as 30 jours pour la payer. Donc en En fait, fait, même 60, donc, vu qu'ils oui, t'envoient voilà, la voilà, facture 30 jours et tu as c'est ça. 30 jours pour, plus tard pour payer, Ça. quoi. En fait, tu dépenses tes 100 000 euros, c'est ta ligne de crédit qui les prend, il te facture, et là, tu as 30 jours pour payer ta facture. Donc en vérité, c'est 60 jours, sauf que bah, si tu payes pas, la ligne de crédit, elle est pleine. Du coup, tu peux pas redépenser dessus. Donc, Hmm. si tu dépenses 100 000, il te faudrait 200 000 euros de ligne de crédit pour avoir vraiment 60 jours de Ah, paiement. d'accord, ouais, ouais, Mais ouais. dans tous les cas, C'est pas mal. Ça fait du gros fond de roulement quand même. c'est du fonds de roulement. Ça veut dire que tu peux investir le temps que tes payment processors te payent. Tu Mhm. peux, voilà, du coup, en décalant tes paiements, tu peux grossir, acheter plus de stock, Mhm. faire plus de marketing, faire un événement. Enfin, il y a plein de choses que tu peux débloquer. Et plus tu payes tes factures de manière assidue, plus tu peux demander d'augmenter ta credit line. Donc, nous, avec le temps, on a pu l'augmenter à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui fait que on n'a jamais besoin de la pousser, cette credit line. Je la paye carrément au début du mois. Mais je sais que si demain, on doit faire beaucoup d'avances financières qu'on n'a pas forcément, on a une credit line qui nous soutient derrière. Et grâce à ça, j'ai pas besoin de lever de l'argent, j'ai pas besoin de faire de prêt à la banque et je peux croître de manière sereine. Et donc ça, c'est magnifique. On parle de combien? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Super, merci beaucoup. Franchement, Hugo, t'es hyper transparent. Je te remercie pour ça. Là, on va aller rapidement sur la fin. Je sais que je t'ai pris un peu plus de temps que prévu. Le prochain event, en fait, j'aimerais comprendre déjà, est-ce que c'est une société que tu as lancée extra, la boucle, ou c'est vraiment juste un événement qui est associé à Flydex? C'est un événement qui est associé à Flytex, mais qui est déposé. Donc ça veut dire que si un jour je dois vendre la boucle, bah je pourrais le vendre de manière séparée, tu vois. Hmm. Ok. Flytex est une entité. Mhm. J'ai ma société française qui hoste ces projets-là, mais chaque marque qui est lancée, donc Flytex et la boucle, elles sont déposées à l'INPI, même dans plusieurs pays. Mhm. Et donc, si un jour je dois vendre l'un des deux, bah, je peux le séparer, tu vois, de ça. Ok. Ah, En fait, super. en gros, la grande vision qu'il y a au-delà de Flytex, c'est de pouvoir continuer de faire ça longtemps déjà, parce que Mhm. j'adore Flytex. J'espère pouvoir faire ça pendant les 20 ou 50 prochaines années. On verra. Mais pour moi, c'est la première marche en fait de cet écosystème. Flytex me permet de rencontrer, enfin de servir des gens et de créer une communauté autour de ça. La communauté, pour moi, c'est super important et c'est ce que je kiffe aussi.
on va la consolider autour d'événements sportifs. On organise des run clubs, etc. Mais le festival, pour moi, ça va être ce qui va le plus servir la communauté. Si les gens aiment les produits, si les gens aiment nos événements, ben en fait, on peut vraiment créer quelque chose tous ensemble. Et demain, si les gens adorent les projets, l'écosystème, ils peuvent aussi me dire, bah voilà, on veut une bière avec des électrolytes à l'intérieur sans alcool. Bah, c'est un projet sur lequel on pourrait travailler, lancer une nouvelle marque dans ce groupe-là pour servir ce même écosystème de clients qui est devenu en fait une grande famille, tu vois. Et ça, c'est Mhm. ce qui fait. Parce que ça veut dire qu'au final, quand tu as l'écosystème et la communauté, ben, tu sers les mêmes personnes, donc tu les sers mieux, tu les comprends mieux. Donc les projets que tu peux faire sont juste encore plus cool et plus rapides parce que tu pars pas de zéro. Justement. Et l'avantage voilà, de tout ça, c'est de pouvoir avoir quelque chose. Chaque élément de l'écosystème nourrit les autres éléments. Et Bon, c'est cette vision d'aider plus de gens à faire plus de sport dans de meilleures conditions. Que ce soit le festival qui est accessible aux débutants comme aux très confirmés, et Playtex qui va aider plusieurs athlètes de différents niveaux sur les pathologies et les petits pépins qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin. donc là, on a le prochain event, c'est quoi, je crois le 14 septembre, c'est ça? Ça, alors, le festival officiel, donc la boucle, est le 14 septembre. Mhm. On a fait un Go Run Club où on était 300 le 1er juin. On va en faire un deuxième Run Club qui a pour but de présenter la boucle et de faire connaître le festival en juillet, mi-juillet à peu près. On l'a pas encore annoncé, mais c'est ce que je voudrais faire. Mhm. Et, et peut-être un autre tout début septembre. Mais voilà. En tout cas, il y aura 3 petits événements à chaque fois. C'est souvent à Paris. C'est là où on a le plus de monde et que on a beaucoup plus de partenaires avec qui on peut travailler. Et, et Et voilà. on va mettre tous les liens en description. Moi, déjà, pour le 4, je vais juste voir comment on fait parce que je me suis inscrit pour le marathon de Berlin aussi en septembre là. Donc, je verrai comment est-ce que c'est modulable là, si je réussis à tenir. Donc, on va mettre tous les liens en description. Franchement, j'invite tout le monde à aller check ça. Et excuse-moi, je vais quand même revenir encore sur Flytext là parce que je voudrais un peu comprendre. Au vu de ce que tu spends, tu as quand même une certaine vision du marché. Si- S'il faut le brosser là rapidement en quelques minutes, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment est-ce que tu vas être en capacité de trouver ton client idéal? Est-ce que ça va être parce que tu as plusieurs thèses dans le marché, on va te dire fais le maximum de créa possible. Ce n'est Mhm. comme ça que tu peux que tu peux identifier quel serait ton client idéal et d'autres, tu vas avoir d'autres qui vont te dire de juste laisser le CBO, de juste laisser en fait l'intelligence artificielle de Facebook le trouver par lui-même en lâchant du budget et en n'ayant pas un ciblage ultra précis, quoi. Bah, ouais, t'as très bien cité nos stratégies aussi, mais la vraie stratégie derrière Flytex qui va nous faire encore grossir, c'est un trio. La première chose, c'est de très bons produits. Si tu as un bon produit, les gens en parlent et les gens rachètent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir bien le vendre. Donc, comme tu dis, des grosses campagnes publicitaires, donc CBO par exemple, avec à l'intérieur 200 adsets, avec des publicités qui sont énormément testées et surtout du marketing sincère, du storytelling où on explique ce qu'on fait tout simplement, euh, et beaucoup de créativité, beaucoup de tests. On a une équipe qui est assez grosse en marketing maintenant. On Mhm. sort à peu près 400 concepts par mois. C'est vraiment une usine, mais parce qu'on sait que plus tu testes, plus tu as de chances de trouver des publicités qui sont gagnantes. Et en fait, on adore faire ça, hein. On filme tous les jours, on monte tous les jours. Même moi, je fais encore du montage quand j'en ai envie parce que Ah, ça me plaît en fait. Ça me mhm. plaît. Et en fait, c'est la bonne manière, je pense, de communiquer avec les gens. Il faut quelque chose de divertissant, de qualitatif, un message impactant, sincère, qui explique un bon produit. Et c'est ça en fait. Et la troisième chose, c'est la communauté. C'est savoir créer des relations au-delà du business, en fait. Comment est-ce qu'on peut donner de la valeur aux gens en les faisant passer un bon moment? C'est ça, en fait, qui se souviendront de ta marque. On a
on parle souvent de love brand, entre guillemets. C'est quand tu es attaché à une marque, mais c'est parce qu'elle te procure en fait plus qu'un simple produit ou qu'un simple échange monétaire. C'est c'est ça vraiment qui moi m'intéresse, c'est pouvoir avoir une vraie relation avec nos clients. Et je trouve que dans la vie, dans les amitiés comme dans le business, c'est important de pouvoir donner de la valeur aux gens et d'avoir des liens qui sont forts. Et voilà. Pour moi, c'est ça le trio. Bon Mhm. produit, marketing ciblé avec beaucoup de créativité et de tests, et la communauté en apportant de la valeur aux gens au-delà du business, parce qu'il n'y a pas que ça. Nice. C'est juste le seul. Je sais que la pub, c'est le principal canal d'acquisition. Est-ce que c'est l'unique? Est-ce que il y a Non, de l'organique? en fait, il y a énormément de canaux d'acquisition. Donc, je dirais que Facebook, Instagram, c'est le plus gros canal d'acquisition. Mhm. Google, à peu près 10% des dépenses de Facebook, Insta. On a énormément d'ambassadeurs. On a Mhm. à peu près 300 ambassadeurs en France actuellement. Ambassadeur, ça va être quoi? De Ça veut dire, c'est des l'influenceur ou... athlètes. Ah. Non, c'est des athlètes. Alors, tu as des professionnels et des amateurs, mais Mhm. c'est des athlètes qui utilisent nos produits au quotidien pour leurs défis sportifs. Je fais mon marathon, je fais mon Irox, j'utilise Flytex comme ci, comme ça. J'explique pourquoi ce produit, moi, me parle. En fait, ils expliquent comment eux, ils utilisent. Et bah, c'est un super feedback pour les clients parce que bah, nous, on va l'expliquer le mieux possible, mais les gens, ils ont besoin parfois d'un autre avis, Mhm. de voir en application réelle, dans des conditions de compétition, comment ça marche, etc. Donc, pour moi, bah, les mieux placés pour parler de Flytech, c'est les utilisateurs, les athlètes et les clients. Donc, beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs sur Instagram. On sponsorise aussi des professionnels. Mhm. Et ouais, donc organique, media buying. Et moi aussi, de mon côté, j'essaye de faire pas mal de personal branding, Mhm. d'expliquer bah, que ce soit mes préparations quand j'ai fait mon marathon à Paris, mes défis sportifs. Quand je me blesse, j'explique comment je reviens sur le tapis avec du renforcement. Euh, les produits, quand on me pose des questions, j'essaie d'en parler. Les événements sportifs qu'on fait, les dessous, les doutes un peu, les trucs dans l'alimentation qui, moi, me parlent. Voilà, j'essaie de parler mon client, à ma communauté, Mhm. de manière la plus naturelle et authentique possible. Et ça, finalement, ça fonctionne bien. J'ai l'impression, ce combo-là d'écosystème. On est flight text dans 5 ans. Mhm. Es-tu ouvert à revendre ça un jour? Ah, franchement, c'est toujours une question de tarif, tu vois, mais malheureusement, j'ai envie de Tout te le monde dire. a un prix. Ouais, je pense que tout le monde a un prix. Et puis là, moi, tous mes potes me disent, ouais, tous ceux qui ont des boîtes ou qui ont revendu, ils me disent, ouais, il faut que tu revendes à année 5, etc. Là, ça fait 2 ans et demi. J'espère que je vais pas vendre. J'ai pas envie de vendre parce que je pense que la vision d'écosystème que j'ai sur 20 ans, elle est beaucoup plus puissante. Tu vends pour être à l'abri financièrement. Mhm. Moi, ma vision, c'est de pouvoir me mettre à l'abri financièrement pendant ces années-là pour quand même garder la marque et être là, bon, bah, financièrement, je peux être à l'abri parce que j'ai mis de côté, parce que j'ai investi, parce que bah, j'ai fait les bons placements, les choses comme ça. Mais en même temps, bah, mon meilleur investissement, c'est de nouveaux projets, comme la boucle, par exemple, Mhm. ce qui est une sécurité supplémentaire. C'est un autre business qui pourrait marcher. Même si c'est aujourd'hui le but, c'est pas forcément financier. Si déjà on perd pas d'argent sur la première édition, je suis très content. Euh, mais dans 20 ans, si on est de plus en plus gros et qu'on fait des festivals sur plusieurs jours, ça peut rapporter de l'argent, tu vois. Euh, ouais, j'espère pas vendre. Et j'espère faire grossir l'écosystème et j'espère pouvoir me mettre à l'abri financièrement pendant ces années-là de travail. Peut-être, pourquoi pas, faire un cash out, je crois, ou quoi. Mhm. C'est-à-dire LBO. Mhm. LBO, il y a un fonds qui vient, qui investit plusieurs millions, souhaitons-le, et je sors 20%. Bah, comme ça, voilà, je suis toujours dans l'entreprise. J'ai fait une exit, mais je n'ai pas vendu ma boîte Tu et restes donc je impliqué. garde mon projet. Voilà. Je pense que ça pourrait être une option. Mais voilà, pour l'instant, c'est croissance, on réinvestit, on sécurise entre guillemets en diversifiant un peu les projets entre guillemets. Mais ouais, mon meilleur Mais est-ce investissement. que tu te vois, est-ce que tu
On peut parler, est-ce que l'ambition elle peut être démesurée? Est-ce qu'on peut aller sur enfin, une ambition à la Gymshark? J'allais le dire, moi, je vais sur une Gymshark à notre sauce, c'est-à-dire avec des produits qui sont techniques, sport, santé, performance. Mais non, clairement, pour moi, on va sur une Gymshark. Il y a aucun souci. Et je nous le souhaite de faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 à 10 ans, tu vois. Complètement. Et on déroule. On déroule, on verra où ça nous mène. Mais il n'y a pas de raison que ça puisse pas se produire. On a Complètement. le vent dans le dos, on appuie. Hugo, est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Ouais, je voudrais dire un truc sur les entrepreneurs. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais je vais parler de mon type que je connais en tout cas. Si tu sens que tu as besoin de faire quelque chose qui te ressemble, fais-le. Et continue d'essayer jusqu'à qu'il y ait il y ait un projet qui marche, quoi. Parce que c'est vraiment cool, si tu as besoin de sens dans le business, de pouvoir exécuter quelque chose comme ça, quoi. Moi, en tout cas, je me suis trouvé sur Flytex de pouvoir travailler sur un sujet qui, moi, me passionne, qui me, euh, qui me cible et de pouvoir être, entre guillemets, porte-parole de cette problématique et de pouvoir servir les gens, bah, ça me donne beaucoup d'énergie et je pense que ça, c'est mieux que l'argent, c'est mieux que plein de choses. Il faut de l'argent et heureusement. Et quand ça marche, ça fait du bien. Mais c'est d'autant plus important de trouver du sens à sa vie et à ses projets. Donc, ouais, si tu sens que tu en as besoin et que tu es ce type d'entrepreneur, fais-le jusqu'à que ça marche et trouve ton, trouve ton ikigai dans ton business. C'est top. Yes. On te contacte où, Hugo? Sur Instagram, principalement, donc @Hugo, Hui, LinkedIn un peu, et sur Flytex sinon, @flytex.fr sur Instagram. Ou pendant le festival? On va mettre tous les liens en description. Ou pendant le festival, ouais, vous êtes les bienvenus. Yes. Ce podcast s'appelle Débrouillard, mon cher Hugo. C'est quoi pour toi un débrouillard? C'est quelqu'un qui, peu importe les barrages, entre guillemets, va trouver une solution. Tu as toujours une solution, c'est à quel point tu es prêt à mettre de l'énergie pour réussir. Tu vas te débrouiller, tu vas trouver. Tu sais pas, bah t'apprends, tu demandes, tu te débrouilles. Tu restes pas là les bras croisés à te victimiser. Tu dépasses la réalité, la condition, on va dire. Merci beaucoup, mon cher Hugo, pour ta transparence, ton parcours inspirant, ta vision. À vous qui écoutez, si cet épisode vous a parlé, laissez 5 étoiles, partagez-le et surtout passez à l'action, faites du sport, inscrivez-vous au festival. On va mettre tous les liens en description. Il y aura plein de micro-événements avant le festival qui aura lieu, le festival Labo qui aura lieu en septembre, le 14 septembre. On va tout mettre les liens en description. Je te remercie encore, mon cher Hugo. Merci Guy, c'était cool de pouvoir partager ça avec toi. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut.